fruit des vedettes de notre spectacle. J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, lui, il va me prendre la tête. Jack, je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises. Non, c'est chouchou, je veux, pas la moche. Zut, rezut, et rezut derrière. Ah, je vois, monsieur se fout de moi. Monsieur fait d'ironie. Mais où est-ce que vous vous croyez, merde? Au cirque? Ben ça, c'est du spectacle. Vous aimez le cinéma? Nous non plus. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous êtes sensible au pollen. Parce que là en ce moment on est en plein dedans, genre vraiment il y en a partout, ça rentre dans les yeux, on peut rien y faire, ça agace, c'est particulièrement déplaisant et chaque année il y en a de plus en plus, on ne peut strictement rien y faire, exactement comme les franchises hollywoodiennes. C'est fou quand même cette capacité à ne plus être foutu de pondre un univers original et de considérer les spectateurs comme des clients, de purs consommateurs venus retrouver leur marque doudou sur grand écran. Eh bien vous savez quoi, ma marque doudou à moi, c'est la Suze et personne n'en a fait un film et c'est très bien comme ça. Parce que la Suze, comme le cinéma, c'est la vie et c'est pour ça qu'on est là. Et tout ce que vous allez entendre est bien sûr réalisé sans Suze, à mon grand dame, mais surtout sans trucage. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Et salut les amis. Et bonjour Nicolas. Eh bien comment ça va? Je viens de rejoindre le front unitaire des combattants de la Suze. C'est un club très 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 restreint. On est deux. Faites un film sur la Suze à deux en fait, tant qu'on y est. Oui. Non, non, on n'y va pas. Est-ce que tonique, tu veux dire? Mais Sophie est de retour, tu étais bien enrouée, dis donc, ma petite Sophie, la semaine dernière. Bah oui. Mais tu as une très bonne mine en tout cas. Merci, j'ai un gros coup de soleil. Les autres, je vous demande pas, vos mines défaites parlent pour vous. Au programme, cette semaine, comme le pollen, l'amour volette partout de ses petites ailes urticantes. Amour filial en Faerune, amour amnésique dans les Pyrénées, amour lesbien dans le drame, amour sismique dans le monde éternel. Mais on commence par l'amour ultime, l'amour absolu, celui qui ne peut être supplanté dans vos petits cœurs battants de cinéphiles, l'amour du 7e art. Oh là là. Le délégué général du Festival de Cannes, Thierry Frémaux, tenait hier matin la tant attendue conférence de presse pour annoncer la programmation de cette édition 2023. Hier matin, c'est si vous nous écoutez à la seconde de la sortie du podcast le vendredi, mais en fait c'était tout à l'heure puisqu'on enregistre le jeudi. Et Alexis, tu en sors tout juste, tout frais. Enfin tout frais, pas sûr. Oui, non, j'étais donc l'envoyé spécial de réalisation trucage à la conférence de presse donc qui annonçait la sélection officielle du Festival de Cannes. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que comme chaque année, c'était très rock'n'roll. Parce qu'il faut savoir que Thierry Frémaux a un petit jeu. C'est qu'il aime bien perdre un petit peu les journalistes qui sont dans la salle et qui prennent des notes et qui surtout, comme j'ai essayé lamentablement de le faire, essayent de live-tweeter la conférence, puisque faut savoir qu'il y a évidemment toute une équipe de communication pendant cette conférence qui est là pour alimenter les réseaux sociaux du Festival de Cannes. Et comme Thierry Frémaux est plutôt malin, il aime bien que le Festival de Cannes annonce avant tout le monde les films, donc il fait en sorte que ceux qui n'ont pas les infos au préalable soient complètement perdus au bout de 4 films, ce qui m'est arrivé. Mais du coup, sélection officielle, comme il l'avait promis, un petit peu plus resserrée, un petit peu moins généreuse que les éditions précédentes, parce que 2021 et 2022, il fallait rattraper le retard pris par la pandémie. Le retard est maintenant rattrapé, donc on peut revenir à un festival un petit peu plus à échelle humaine. Il y a quand même eu beaucoup de choses, parce qu'il a annoncé, comme c'est de coutume, la compétition officielle, les événements spéciaux hors compétition, la sélection Un certain regard et Cannes Première, donc sélection qu'il a lui-même créée pour mettre en avant des films en parallèle de la compétition officielle. La définition était floue, j'ai pas bien compris quand il a expliqué que c'était comme les livres et le Goncourt, j'ai pas très bien compris ce qu'il a voulu dire. Oui, moi non plus, mais en tout cas juste retenir que c'est un petit bonus parallèle et on va en parler de ce bonus parce qu'il y a des trucs intéressants dedans, comme c'était le cas d'ailleurs l'année dernière. Et plus encore que l'an dernier, c'est un bonus qui pourrait s'appeler va bien te niquer avec les doigts Festival de Venise, parce que clairement le but c'est d'aller piquer les stars de Venise. Et réaliser sans trucage, qui est toujours le festival de l'élégance du vocabulaire, n'est-ce pas? On y va bien te niquer avec les doigts, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ravissant. C'est fleuri, c'est fleuri. Est-ce que tout le monde s'est lavé les mains? Non, malheureusement. Alors, on va évidemment pas détailler tout, on va vous mettre des liens. C'est beaucoup d'infos. Parce que ça fait vraiment évidemment beaucoup d'infos, mais ce qu'on vous propose, c'est que chacune et chacun ici présent nous dise ce que vous avez retenu, disons vos 3, 2, 4 films, ce que vous attendez le plus, ce qui vous excite, et ce qu'on essaiera bien de couvrir, puisque je vous rappelle évidemment, petit chanceux que vous êtes plus que nous, parce que nous on va trimer comme des cochons, mais on sera au Festival de Cannes pendant tout le festival avec un épisode quotidien pour réguler
régaler vos petites oreilles avides de nouvelles cinématographiques. Sophie, on commence par toi peut-être, ou est-ce que Alexis, tu voulais dire un mot encore sur non, je laisse la place à Sophie. Sophie, qu'est-ce que tu attends particulièrement ou qu'est-ce qui t'a fait envie dans cette sélection ? Eh bien justement, je vais parler de Cannes Première, puisqu'il y a un film qui est un peu une surprise, qui est le nouveau film de Catel Kiliveré. Si vous ne la connaissez pas, c'est une réalisatrice française qui pour moi a beaucoup de talent et qui avait fait notamment Suzanne et aussi Réparer les vivants, qui était un très 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 joli film. Et dans Suzanne, il y a Suze. Excellent. Et la boucle est bouclée. Incroyable. Donc voilà, donc moi en plus je n'attendais vraiment pas à ce qu'il soit à Cannes, donc même en Cannes Première je suis vraiment ravie. Pour faire ma fangirl, j'attends le nouveau Wes Anderson. La bande-annonce est sortie il y a une semaine ou deux et moi je la trouve assez intéressante parce qu'il évoque de nouvelles thématiques dans son cinéma et notamment un peu de science-fiction. Ça a l'air d'être chouette. Asteroid City. Exactement. Avec un joli casting comme toujours chez Wes Anderson. Comme toujours. Ce sera le plus beau tapis rouge de tout le festival, je pense qu'on peut le dire dès maintenant. Oui, et j'espère que ce sera... moi j'avais bien aimé The French Dispatch, mais je pense qu'on va un peu plus revenir à du cinéma comme il faisait avec Moonrise Kingdom ou quelque chose d'un petit peu... Bref, moi je l'attends beaucoup. Tom Hanks, Margot Robbie, Scarlett Johansson, Sophia Lillis dont on va parler dans quelques instants. Carell. Edward Norton. Steve Carell. Je crois qu'il... Et Steve Carell aussi. Et Steve Carell, ouais. Il y a de l'écho. J'avais peur que tu l'oublies. Non, ça va. Et sinon, dernier, celui-là il était un peu attendu, mais j'attends impatiemment le nouveau Justine Triet. Voilà, c'est pareil si vous ne connaissez pas. Anatomie d'une chute, un mot sur Justine Triet. Pareil, c'est une réalisatrice que j'admire beaucoup. C'est celle que Virginie Efira cite souvent comme celle qui a déclenché sa carrière dans un cinéma plus d'auteur et plus indépendant. Et c'est avec vrai Victoria. Avec Victoria. Non, c'est ça, j'allais dire. En fait, elle a été remarquée avec son premier film, qui est La Bataille de Solferino, qui est un film qui, pour l'anecdote, avait été obligé d'être tourné à un instant T parce qu'il fallait que ça se tourne pendant l'élection présidentielle. Il y avait besoin de mouvements de foule réalistes. Donc, elle avait fait en sorte que les demandes du CNC ou autres se fassent pour tourner à ce moment-là. Et donc, moi, ça m'intéresse beaucoup. Et surtout, Victoria qui a révélé, du coup, Virginie Efira dans un milieu un peu plus autorisant et c'est une réalisatrice de talent et j'ai pas vu Sibylle mais je le rattraperai d'ici Cannes. C'est trop bien Sibylle. Mais j'ai trop hâte. C'est super Sibylle. Eh bien Arthur, puisque tu es là, et toi, qu'est-ce qui te donne une énorme envie, comme dirait notre ami Gros Quick pour les gens de plus de 45 ans? Quoi? Parce que moi je l'ai pas. Hein. Mais non, toi t'as le petit lapin qui mange ses crottes. Moi j'avais un gros monstre jaune. Je disais j'en ai une énorme envie pour un célèbre chocolat en poudre. Je m'en souviens avec tant de choses, c'est clair. C'est-à-dire que maintenant que je pense à Gros Quick, je te regarde, je me dis que pourquoi parce qu'on n'a jamais éclairci la disparition de Gros Quick. Et on n'a jamais éclairci pourquoi il en avait une grosse envie. C'est peut-être pour ça qu'il a disparu, si je peux me permettre. Alors, pour revenir à Cannes. Moi, j'aimerais parler donc effectivement de Cannes Première et du hors compète parce que en vrai, dans la compétition, on va beaucoup en parler. Vous allez beaucoup nous entendre en parler. Mais moi, il y a 3 projets qui m'ont vraiment excité quand Frémo les a évoqués. Le premier, c'est The Occupied City, l'espèce de documentaire historique sur la ville d'Amsterdam par Steve McQueen. Steve McQueen qui avait fait Small Axis, qui était 5 téléfilms / épisodes de série, mais qui était incroyable sur l'histoire des Noirs en Angleterre, et notamment si vous n'avez pas vu Small Axis, regardez Lovers. L'épisode de Lovers Rock qui est exceptionnel. Et donc Frémo le décrit comme un documentaire un peu long. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Je note aussi que moi, c'est un film que j'avais vu passer sur, vous savez, la liste WASC. WASC, c'est un média qui est spécialisé justement pour un peu avoir les coulisses de quel film peut-être à Cannes ou pas. Et tous les ans, ils font leur top 100 des films qu'on leur place. Il y en avait un qui m'avait particulièrement excité, qui était Cobweb, le nouveau Kim Ji-woon, avec Song Kang-ho, qui a l'air d'être une espèce de comédie sur le tournage d'un film. Thierry Frémaux l'a présenté comme La nuit américaine de Kim Ji-woon. Ouais. Et ça m'intrigue pas mal. Mais surtout, moi, le film qui m'a... Mais vraiment, quand je l'ai écouté tout à l'heure, j'ai un peu crié. C'est parce que c'est le dernier film d'un de mes réalisateurs et acteurs préférés, qui est Takeshi Kitano, qui l'a présenté comme une espèce de film de samouraï comédie. C'est génial parce que du coup, c'est le retour de Takeshi à Beat Kitano, qui était son surnom quand il faisait de la comédie. Et c'est surtout censé être son dernier long, puisqu'après il a annoncé qu'il allait prendre sa retraite. Donc voilà, pour l'instant ça s'appelle Neck, je crois, en anglais. Ce sera pour le coup ça en Cannes Première, et ça vous allez m'entendre en parler, mais alors vraiment beaucoup.
Moi, je viens de découvrir qu'on avait le même surnom avec Takeshi Kitano et ça m'émeut beaucoup. Oh la vache. Gros quick, quels sont tes films que tu attends le plus et dont tu as une énorme envie pour ce festival? Oh là là. Alors, tout d'abord, il y a le nouveau long métrage de Jessica Hausner qui s'intitule Club Zero, qui va raconter les relations a priori toxiques, dangereuses et manipulatoires entre une professeure et 5 de ses étudiantes. On l'avait découverte à l'occasion donc de Little Joe, film de science-fiction qui lui avait valu sa première sélection et à Cannes et directement en compétition officielle. Film terriblement snobé alors qu'il était plutôt brillant et assez étonnant, donc je suis très curieux de voir ce que va donner son prochain long métrage qui semble à nouveau dérouler la pelote et la thématique de l'influence et des rapports de manipulation, donc je suis très très curieux. Il y a Jonathan Glazer qui est un réalisateur qui est assez rare, qui revient avec Zone of Interest. Il faut savoir que Jonathan Glazer c'est celui qui avait fait l'incroyable Birth, le très très étonnant Under the Skin, donc c'est un réalisateur qui est rare, qui explore comme ça des zones compliquées. Mais dans Zone of Interest ça va être une histoire d'amour entre un nazi dans un camp de la mort avec la femme d'un capot. Ça devrait pas très bien se passer, ça risque d'être encore une fois extrêmement intéressant, extrêmement trouble et assez éprouvant. Et puis Juste Philippot qu'on avait découvert avec La Nuée revient avec Acide. Acide, c'est l'extension d'un de ses premiers courts-métrages qui était court-métrage éponyme qui s'intitulait également Acide. Tout simplement le principe c'est une grosse pluie acide qui tombe, mais une pluie acide de celle qui fait fondre les gros quicks. Donc vous imaginerez bien donc très très acide, plus acide que la Suze. Oh là, oui. Et donc d'ailleurs ça s'appelle Acide et pas Suze. Et donc voilà un film moi que j'attends beaucoup parce que ça va être une séance de minuit, ça s'annonce comme du pur cinéma de genre. Moi je suis extrêmement curieux de voir ce que ça va donner. J'avais trouvé que La Nuée était très rigoureux en matière de narration et de mise en scène. Donc voilà, énorme attente aussi sur celui-là. Merci beaucoup Gros Quick. Donc Alexis, on boucle la boucle avec toi. Quelles sont tes attentes pour cette édition 2023? Alors il y en a pas mal. Je vais rester, je pense, assez classique, mais puisqu'on en a pas parlé, je vais m'accorder ce privilège. Évidemment, Killers of the Flower Moon, le prochain Martin Scorsese, qui donc pour l'instant est présenté hors compétition. Thierry Frémaux a fait savoir qu'il s'était entretenu avec Scorsese, avec les producteurs, pour savoir si c'était ok de le basculer en compétition officielle, parce qu'il reste potentiellement une place, ce qui ferait depuis un petit moment maintenant à nouveau un film produit par une plateforme dans la compétition officielle, puisque le film sera diffusé en salle aux États-Unis et en Europe également. Il y a aussi un projet qui m'intéresse, qui pour le coup est en Cannes première. Il y a Wim Wenders, cinéaste allemand très important, issu du nouveau cinéma allemand dans les années 60-70, et qui après est parti aux États-Unis faire notamment Paris, Texas, qui revient donc avec 2 films. Il y en a un qui est tourné au Japon et qui est présenté en compétition officielle, et puis il y en a un autre qui lui pour le coup est présenté en Cannes première et qui est un documentaire sur Anselm Kiefer, qui est un sculpteur, et le film est tourné en 3D. Et c'est pas la première fois que Wim Wenders expérimente la 3D. Il l'avait fait notamment sur un film de fiction hélas passé complètement inaperçu, qui était Everything Will Be Fine avec James Franco et Charlotte Gainsbourg, où l'usage de la 3D était de mémoire vraiment très intéressant. Et puis là pour le coup c'est pas un film, mais ça a été annoncé à de multiples reprises et encore une fois mentionné par Thierry Frémaux aujourd'hui. Il va y avoir Pina 3D aussi, il avait fait Pina était en 3D également, oui, t'as raison. Et donc il a annoncé à nouveau, il a confirmé plutôt qu'il y aurait à l'occasion de la projection de l'avant-première mondiale d'Indiana Jones 5, un hommage rendu à Harrison Ford avec potentiellement une masterclass. Et je vous cache pas que mon petit cœur d'ado cinéphile est un peu ému à l'idée d'assister peut-être à cette masterclass. On te libérera tout exprès. J'espère bien, oui. Le reste du temps, vous allez être enchaîné, vous allez abattre du podcast, je vous préviens les cocos. Hein. Ça va pas déconner, un podcast par jour. Cannes, ça va pas être les petites pépées, les soirées cocktails, etc. On va rester au Airbnb. Tu vas voir, enchaîner. Regarde-le parler, il sait pas à quoi il s'attend. Bosser et boire de la Suze. Hein. Ou boire. Ouais, bref. Non, peut-être un mot pour conclure. Le Festival de Cannes, c'est aussi des gens qui ont leur ronde serviette, littéralement depuis des années, qui ont, pour certains, les esprits chagrins diraient ils doivent leur renommée à Cannes, renommée qu'ils n'auraient pas si le Festival de Cannes ne les avait pas primés, voire parfois multiprimés. Eh bien, on trouve Nanni Moretti, on trouve Ken Loach. En fait, Ken Loach fait de retour en compétition. Ouais. Mais chaque film de Ken Loach va à Cannes. En fait, il fait des films pour Cannes à chaque fois. Exactement, ouais, c'est ça. Hein. Sachant que, juste pour revenir sur Nanni Moretti, n'oublions pas que son dernier était vraiment très, très mauvais. Ça me fait un peu peur. Hein, oui. Comme ceux d'avant. C'est un peu ça le problème. Surprise parce que c'est une réalisatrice qu'on connaît mais qui a pu avoir quelques petits déboires. Catherine Breillat revient en compétition aussi. Ouais, pour une projection qui sera peut-être le petit scandale
cannois, parce qu'il y a toujours un film qui fait Après, débat, qui scinde vu les films que Breillat a fait avant. Ça, je suis d'accord. Il y a moyen que ça laisse pas indifférent, On quoi. peut peut-être expliquer aux gens qui nous écoutent que Breillat a fait des films dans les années 2000, dans la mouvance de ce qui était le New French Extremism. On dit ça comme ça, désolé. C'était le moment où le cinéma français essayait de pousser les limites de ce qu'on pouvait montrer, de ce qu'on pouvait faire avec sa caméra. Je pense à Trouble Every Day de Claire Denis et donc Romance de Breillat. Il faut préciser qu'elle flirtait plutôt du côté de la pornographie, avec des scènes de sexe non simulées, parfois avec les comédiens eux-mêmes, parfois avec des doublures, mais c'est un cinéma qui a beaucoup choqué au tournant des années 90-2000. Sauf qu'on ne sait pas ce dont parle le nouveau film, donc on ne sait pas si ça va être dans cette mouvance-là, et donc on ne sait pas si ça va choquer Cannes ou pas. Ouais, on est en droit de le supposer, mais peut-être qu'elle va faire un film tout à fait sage et différent, on verra. On retrouve également le brillant réalisateur turc Nuri Bilge Ceylan, qui propose un nouveau film. Oui, qui apparemment a une durée déjà excessive. On n'a pas la durée exacte, mais apparemment ça a duré très longtemps. Comme les deux derniers, en fait. Tous ces films. Ouais, il travaille. Plus de 3 heures. Il travaille le temps long, quoi. Et là, apparemment, il a pas changé d'avis. En même temps, ça s'intitule Les herbes sèches. Enfin, tu t'attends pas à ce que ça dure 20 minutes. Faut que ça gratte, quoi. Moi, j'aime beaucoup aussi Todd Haynes, que je suis ravi de voir en compétition. Todd Haynes, qui est un réalisateur à la fois classique et en même temps un peu avant-gardiste, qui avait tenté des hommages au mélo de Douglas Sirk, et qui revient avec un film qui s'appelle May December. Et puis voilà, pour faire un petit tour d'horizon, un dernier mot sur Cannes. Moi, un dernier mot aussi. J'aimerais juste signaler la présence dans la sélection Un certain regard qu'on a tendance à ne pas assez explorer, alors qu'elle est très riche. Il y aura notamment Monia Chokri qui revient. Oui, c'est vrai. Et Monia Chokri, c'est à l'origine une comédienne qu'on a découvert chez Dolan, et puis qui est devenue une metteuse en scène assez passionnante avec des films comme La femme de mon frère, Babysitter, qui sont tous les deux des œuvres extrêmement étonnantes, iconoclastes, très riches. Donc moi, je suis très très impatient de découvrir Simple comme Sylvain. Et effectivement, sur Un certain regard, moi, il y a Frémo qui a parlé de 2 films. J'ai pas les noms en tête, malheureusement, je suis désolé, mais il y a un film mongol et il y a un film brésilien sur un aborigène, et je sais pas, mais la manière dont il les a décrits, je me suis dit effectivement que c'était peut-être cela que j'irais voir peut-être en priorité. Surtout que le cinéma mongol n'avait jamais été présent à Cannes avant que ce film-là soit sélectionné, et c'est un film réalisé par une femme en plus, donc plutôt une belle sélection. Et voilà, rendez-vous à partir du 16 mai jusqu'au 27 mai pour, je vous le rappelle, un épisode quotidien de Réaliser sans trucage avec toute la fine équipe. Quant à savoir si nous enregistrerons en robe de soirée ou en vieux t-shirt de dodo tout troué, vous n'aurez absolument aucune preuve. Rien. Aucune. Ce sera les deux, mon capitaine. Peut-être les deux. Et puis, qui dit ce qu'on porte sous nos robes de soirée, hein ? Qui le dit ? Bon, vous aurez quelques photos quand même. En douce, en scred, en loose day, comme on dit chez moi. Enfin, comme on disait, quand j'étais... Allez, on va passer au film de la semaine. Fâche. Quittons la Croisette pour un lieu tout aussi merveilleux, si ce n'est plus. Non, plus que la Croisette, en fait, c'est vraiment le lieu le plus merveilleux au monde. Oula, tout le monde le sait. Encore une fois, il n'y est pas allé, il ne sait pas de quoi il parle. Il ne sait pas trop ce qui va se passer. C'est mignon. Alors, allons donc visiter un monde que je connais bien, le monde fantastique de Faerun. Un nom qui ne vous dit peut-être rien si vous n'avez pas passé, comme moi, votre adolescence à roder votre poignet, à jeter les dés. Roder le poignet, à jeter les dés, les dés 20. Oui. 3e tentative d'adaptation du maître étalon du jeu de rôle sur table Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, relate le périple d'un groupe d'aventuriers bannis qui commence au niveau 5 et qui termine niveau 20 minimum. Prenez garde. Le mal règne ici. Je suis contente qu'il soit avec nous. Cet homme est dangereux. Mais quoi qu'il arrive, on sera prêt. Et c'est quoi exactement ton rôle ? Planificateur, c'est moi qui fais les plans. Tu l'as déjà fait le plan, non ? Si le plan qui était prévu foire, je refais un plan. Donc tu fais des plans qui foirent ? Non. Et il joue aussi du luth. C'est pas le sujet. Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs de Jonathan Goldstein et John Francis Daley avec Chris Pine, Michelle Rodriguez, Sophia Lillis et Hugh Grant, entre autres. Dis donc, 5 aventuriers autour d'une table qui se racontent des histoires merveilleuses. Ça vous fait penser à un truc, non ? Ouais, c'est nous un peu, non ? Du coup, qui est qui ?
selon Alors, toi? vous jouez. Alors, on a un gros quick niveau 7. Ok. Chaotique donc neutre. c'est Michel Rodriguez. Chaotique neutre. J'ai jamais joué à D&D de ma vie. J'ai pas la je n'ai ref, moi aucune non plus. rêve. Alors, Je n'ai aucune rêve. moi là, je serais sur une sorcière, mais pas parce que Pour il y a Sophie magicien et sorcier. Magicien, ils apprennent leur sort. Sorcier, c'est inné. Ah, ça me va très bien. Ou alors en même temps rogue, peut-être voleuse, un peu sneaky voleuse, Non, mais- demi-elfe. Non, alors- je suis pas assez menteuse pour ça. Mais les voleurs sont pas vraiment menteurs, Nico, ils sont. on n'a pas ses refs. Pense au film. Alors, on y retourne. Le film. Non, c'est pas ça. Alors- Du coup, elle joue quoi? Elle joue Sophia Lillis. Ah oui, oh non, oui, druide. Ouais, druide parce que parce que c'est hyper cool de se transformer en ours hibou. De ouf. Ça c'est quand même vraiment très cool. C'est très rigolo. Donc du coup, le demi-elfe mage un peu lame, ce serait Alexis. Allez, super. Sans prie. Mais demi-elfe. Oui, demi-elfe, ouais. Mais demi, quoi. Et Arthur, ça te laisse le paladin premier degré. C'est quoi? C'est le Justice Smith là? Ouais, non, Justice Smith c'est le demi-elfe. C'est Roger Jean Page. C'est Roger Jean Page. Voilà. Donc le paladin qui comprend pas les blagues. Oh putain. Bah, Ok. il est beau gosse quand même. Il est super et puis, drôle. il a une super belle armure. Ok. Non, je t'ai pas dit Crispin. Ah, c'est bon, j'ai compris que Je t'ai c'était. pas dit Crispin. Par contre, je sais pas du tout si je suis Chris Pine ou si je suis Michel Rodriguez. Tu es les deux. Tu es leur Oh là là. leur enfant illégitime Wow. avec gros quick. Non mais c'est bien Lors parce que d'une soirée un peu chargée à l'hydromel à l'auberge du coin. c'est bien parce que si les gens qui nous écoutent n'ont pas encore vu le film, ils ont juste à voir le trailer et nous écouter là, savoir qui est qui pour comprendre le film. C'est parfait. Ouais. Et surtout pour savoir qui commence à parler du film, vous me faites un jet d'initiative. Je me sens seul. Ah je me ouais, sens mais je crois que t'es le hyper seul- t'es le seul Désolé, rôliste. Je suis le seul Vraiment. rôliste. toi. Ouais, t'es le seul Alors, t'es le rôliste. seul rôliste. Amis rôlistes, soutenez-moi s'il vous plaît, je vous en prie sur les. Dites-nous par Rôliste quel- de tous les pays, unissez-vous. Unissons-nous et dites-leur ce qu'ils ont raté. J'ai essayé de convertir une fois, j'étais convaincu que Simon avait fait du jeu de rôle, j'ai essayé de lui convertir une fois, il m'a regardé avec des yeux genre ah ouais, ça me ferait plaisir. J'ai compris qu'il me mentait. Tu le fais hyper bien. Oui, je sais, tu sais, ça fait des années, je commence à. Mais d'ailleurs, de temps en temps, on échange et vous en rendez pas compte. Alors, on y retourne. Troisième tentative d'adaptation du jeu de rôle, puisqu'on peut dire que les tentatives précédentes étaient globalement ratées et des nanars gigantesques. On est où sur l'échelle de Nanarland, Alexis? Ah bah on n'est pas du tout sur l'échelle de Nanarland, je pense. Et c'est déjà le premier truc à noter avec le film. C'est évidemment une grosse production de studio qui a pour premier objectif économique de surfer sur l'héritage culturel très important que représente la franchise Donjons et Dragons et qui a déjà été décliné sous un paquet de formats. Mais je trouve que dans la catégorie gros divertissement calibré, ça s'en sort pas trop mal. Déjà, il y a un truc qu'il faut noter quand même sur le film, c'est qu'il fait bien ses 2h15, ce qui est quand même c'est devenu un standard pour les blockbusters de maintenant, mais quand les blockbusters sont pas très intéressants, les 2h15, elles sont difficiles à supporter. Et là, pour le coup, je trouve que ça va à peu près. Il y a quelques longueurs, il y a quelques moments où le film s'étire un petit peu trop et se perd un petit peu à juste étirer du lore à l'image, donc vraiment de tout l'univers et le folklore de Donjons et Dragons. Parfois, je trouve, prend un petit peu de place, un petit peu trop de place. Mais je trouve que globalement, les scènes d'action sont plutôt bien dosées, bien écrites. Techniquement, c'est assez abouti. Moi, il n'y a rien qui me choque. Et pourtant, il y a des effets spéciaux qui sont difficiles à tenir. Et je trouve qu'il y a 2-3 trucs quand même qui sont... On va y revenir. On fait un petit tour de table pour vous entendre et ensuite on va essayer d'aller piocher Non, mais un oui, peu, mais voir ce juste qui marche, ce qui marche pas. pour terminer, je trouve techniquement, c'est plutôt correct. J'ai l'impression que les acteurs s'amusent. En tout cas, ils ont suffisamment de matière dans leurs personnages respectifs pour pouvoir s'amuser. Il y a des jeux de dialogue qui fonctionnent plutôt bien. En même temps, les deux réalisateurs ont réalisé Game Night, qui était pour le coup un film très bien dialogué, très bien rythmé. Mais Bien de piquer la rêve de Sophie. Oui, mais je vais laisser le développer. Non, mais je trouve que franchement, c'est fun. Il n'y a pas grand chose à attendre de plus que ça. C'est fun. Il y a un gros défaut, cela dit dans le film, mais ça j'y reviendrai un petit peu plus tard. C'est sa parenté plus ou moins volontaire avec une autre franchise d'Heroic Fantasy, mais ça c'est un autre sujet. On y reviendra. Il fallait réussir ton jet de parade et t'aurais pu lui coller ta référence et contrer, mais bon, malheureusement je contre Kems. Rien à voir. Désolé pour les rôlistes qui nous écoutent, je suis désolé, je m'excuse, je suis désolé, je suis gêné pour nous. Non, moi j'allais dire que j'ai passé un moment fun, n'étant pas du tout cliente d'Heroic Fantasy tout court, rien, mais même les grandes références que cite à moitié Alexis, c'est pas ma cam. Je suis désolée, moi le Seigneur des Anneaux, c'est pas ma cam. Et donc là, j'y vais un petit peu à reculons juste parce que c'est pas mon univers, mais je retrouve cette espèce de fougue qu'ont les réalisateurs de Game Night. Et donc notamment dans ce duo de réal, il y en a un des deux qui vient de la série Freaks and Geeks, et en fait on sent ce que je veux sauver de ce film, c'est que je le trouve très référencé, très fanservice, mais pas opportuniste
par mauvaise référence, par mauvaise envie. En fait, je trouve le film relativement sincère dans sa démarche et avec plein de bonnes idées. Il y a quelque chose qui était pas tout à fait attendu et qui est vraiment la grande réussite du film Arthur, c'est le ton et c'est l'humour. C'est-à-dire que le film prend le genre sans s'en moquer, mais joue avec les références et le film est objectivement drôle. Bah, en fait, ce qui m'étonne avec ce film, c'est qu'il prend au sérieux son sujet. C'est-à-dire qu'il va faire des vraies références que j'imagine, des vraies références de Donjons et Dragons, en citant des créatures, des lieux. On sent que c'est vrai. À aucun moment c'est expliqué, donc on prend pas le spectateur pour un débile. Si tu connais, tu connais. Si tu connais pas, c'est pas grave, mais on va pas t'expliquer par A plus B. Et pourtant, donc c'est très sérieux et ça va pas prendre le spectateur pour un débile. Ça va essayer de reprendre une vibe des films d'action des années 80, Willow, les Goonies. Tu sens qu'il y a un peu cette envie d'aller vers ça, en faisant un peu de la comédie. Et je trouve qu'il y a un équilibre qui est assez réussi sur comment ne pas être lourdingue sur les références, sur un truc années 80 très lourd, parce que c'est filmé comme un film des années 80, où il essaie de faire des vrais effets, un squelette qui est pas en effet numérique, on essaie de travailler un peu la matière, et en même temps de faire de la comédie au milieu. Il y a un équilibre que je trouve fonctionne plutôt bien, et je dois le dire, sachant qu'il y a au casting un acteur que je n'aime vraiment pas, qui s'appelle Roger Jean Page. Ah, pardon. Et là, ils ont la bonne idée, je pense, de lui donner un rôle de quelqu'un qui ne doit transparaître aucune émotion. Et du coup, il dégage il y a un effet comique autour de ce personnage qui, je pense, n'était pas prévu. En tout cas, Si, il est écrit. Non, il est écrit. Il est complètement écrit. Il est écrit. Je ne sais pas si l'acteur fait exprès d'être drôle dans ce rôle-là. Ils ont trouvé le bon cheval, quoi. C'est un peu ça, tu vois ce que je veux dire? Il joue tout au premier degré. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne comprend pas. Mais c'est le seul qui comprend pas le tout le temps. Comprend pas l'ironie, le sarcasme. Et vu que je suis un ressort comique assez classique qu'on a vu à plein d'autres endroits. Mais là, ça marche assez bien. Ça marche bien parce que tout le monde en fait. Tout le monde en fait un peu des caisses. Tout le monde est un peu dans ce truc un peu grandiloquent, second degré, assez rigolo. Lui, il est très premier degré. Et vu que je suis persuadé que c'est pas un très bon acteur, et du coup, il le fait bien. Gros quick. Oui, alors je vais. Ça va vraiment être sur nous toute l'émission. Oh, je pense que c'est parti pour 10 ans. Je ne vais pas. Merci Moustache Quick. Je ne vais. Ça marche pas. Je vais essayer de pas trop. Quickie, mais c'est un double sens. Oui, voilà. Je vais essayer de ne pas trop paraphraser mes camarades, mais je les rejoins tout à fait sur ce qui est tant de la gestion de l'humour et de la sincérité et de la bonne humeur qui se dégage de l'ensemble. Moi, j'aimerais revenir un petit peu sur ce que je trouve être un exceptionnel travail d'adaptation. Parce que Donjons et Dragons, c'est pas si évident que ça en a l'air. Certes, c'est une licence très connue, mais surtout très connue aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, effectivement, ça a beau être un jeu de rôle. Non, mais attends, tu vois je fais le bif-bof, c'est pour ça que c'est quand même très très connu mondialement. C'est la base du. C'est vraiment alors, aux États-Unis, c'est connu. Du jeu de rôle. Oui, mais justement, aux États-Unis, c'est connu au-delà des cercles de jeux de rôle. Dans le reste du monde, non. C'est connu comme étant du jeu de rôle. Il y a Stranger Things depuis. Qui a permis de un peu redonner cette. Ouais, il y a très peu de gens en France, en Europe, qui jouent à Donjons et Dragons. Tu rigoles? Tu étais fou à ADD, mais il y a encore des milliers de gens et des milliers de gens qui jouent à ADD. Mais donc ça n'est rien par rapport à une franchise qui prétend réunir des millions de personnes. C'est très peu. Je suis navré de le dire, c'est très peu par rapport aux ambitions mondiales du film. C'est pas du tout une critique. Attention, c'est pas du tout une critique. Mais donc, il y a une double exigence qui est à la fois d'attirer des gens vers cette licence et aussi de satisfaire ceux qui la connaissent. C'est d'autant plus compliqué que c'est un pan très particulier de l'heroic fantasy qui certes est un peu dérivé du Seigneur des Anneaux, voire beaucoup initialement, mais qui va développer un ton et un rapport à sa matière première qui est finalement beaucoup plus américain, c'est-à-dire qui se veut moins ultra cohérent, ultra référencé, s'inscrivant dans un mouvement culturel que généreux, aventureux, voilà. Très américain à plein d'endroits, et je ne le dis pas du tout comme une critique. C'est aussi pour ça que le film peut être traité, je pense que c'était la seule bonne façon de le faire, mais c'est une sacrée ligne de crête à tenir, avec quelque chose qui n'est jamais goguenard, c'est-à-dire qu'on ne se moque pas de la licence Donjons et Dragons. C'est ça, jamais. Voilà, mais le film est conscient qu'il faut aussi en rire un peu. C'est-à-dire qu'il faut rire de sa générosité, rire de son univers, qui est quand même profondément foutraque. Ce qui veut pas dire qu'il soit pas attachant et pas intéressant, mais réussir à tenir cette ligne de crête, à savoir ne jamais, ce qui a toujours, à mon sens, presque toujours mal fait Marvel, se moquer et dédramatiser ce qu'on fait, c'est pas évident. Je trouve que le film le fait excellemment bien, et surtout, enfin, ce qui, moi, en termes d'adaptation, me semble très intelligent, c'est que j'ai beau, comme tu le rappelais, ne pas être rôliste, j'ai pas mal d'amis qui eux le sont. Donc j'ai vu des discussions, je les ai vus discuter de leur partie. Et bien quand je vois ces personnages ne pas cesser de s'engueuler, foirer leur plan d'action, moi j'ai l'impression, je me souviens de discussions, des tiennes, mais aussi de celles de plein de copains rôlistes, et je me dis, sans être méta, le film arrive à être un commentaire sur ce que c'est la pratique et la pratique collective du jeu de rôle, que je trouve éminemment sympathique. C'est amusant que tu cites Marvel, parce que dans les parallèles que
l'on peut faire pour ce qui est du meilleur du Marvel. On cite les Gardiens de la Galaxie. C'est-à-dire qu'on dit on est sur un groupe d'aventuriers qui va vivre, on retrouve une sorte d'humour et on trouve quelque chose là qui pourrait avoir une saveur. Alexis, qu'est-ce que t'en penses? C'est une comparaison qui tient selon toi? Alors oui et non, parce que bon déjà je précise que malgré le désamour que je porte au MCU, je trouve plutôt sympathique le premier Gardien de la Galaxie de James Gunn. Je déteste le deuxième. Quoi? Ouais, je le trouve nul à chier. Mais on en parlera quand le troisième sortira. Mais par contre, la bande-annonce du troisième, par exemple, m'excite un petit peu, quoi. Parce que je trouve que James Gunn, même s'il n'y arrive pas tout le temps, effectivement réussit à mobiliser quand même des groupes de personnages attachants, à créer des dynamiques de personnages qui sont intéressantes, et je retrouve effectivement un petit peu de ça dans Donjons et Dragons. Et ce mélange entre l'humour et l'action, parce que l'une des autres qualités que j'aimerais vous entendre commander, c'est que les scènes d'action, on se fout pas de la gueule du monde, elles sont réussies, elles sont belles, elles s'enchaînent bien, le rythme est tenu, notamment le dernier tiers, ça ne débande pas d'une seconde. Enfin, franchement, les deux fonctionnent bien main dans la main, quoi, et pas au détriment l'une de l'autre. Sophie. En fait, ça c'est un truc, et encore une fois, l'action n'est pas mon truc, n'est pas mon cheval de bataille dans le cinéma, mais je trouve qu'ils ont une vraie notion de dynamisme. Et là, il y a une scène qui est particulièrement ludique, et ça m'a rappelé, dans Game Night, ils avaient fait une scène entière en plan séquence sur une espèce de jeu de balle où on se la passe un peu, je sais pas, c'est pas vraiment un chat, mais en tout cas, c'est un jeu d'enfant relativement simple. Une passe à 10, oui. Ouais, c'est ça. C'est dans la maison quand il se passe un œuf de Fabergé, voilà. Enfin, c'est vraiment une super scène. Et là, ils font un truc avec un miroir, qui est pas vraiment une scène d'action, mais j'étais en mode, c'est super malin, c'est super ludique. Pour le coup, c'est plus une séquence de film de braquage quelque part, quoi. C'est vraiment, on met en place un dispositif, le dispositif va un peu merder, donc il faut tout de suite trouver une parade. Comment on fait? Il faut réfléchir. C'est un truc effectivement hyper ludique. C'est très ludique, et c'est presque à la fois une qualité et un défaut. C'est que j'ai pas été passionnée par le film, mais par contre, il était ponctué de ça c'est malin, cette séquence elle est cool, ça c'est sympa. Donc c'était vraiment un encéphalogramme genre avec des pics tout le temps, et donc ça rend l'aventure très sympathique. Simon. Et puis, moi, tu parlais des scènes d'action, et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, Sophie, mais parlons un peu du climax, parce que, exception faite d'Avatar 2, moi, je sais pas, ça doit faire 3, 4, 5 ans que j'ai pas vu du blockbuster américain, je parle spécifiquement de blockbuster américain, me proposer un climax qui véritablement se veuille le sommet spectaculaire du film. D'habitude, tu sais, c'est comme ces jeux vidéo dont les premières heures sont super léchées au détriment de la fin, parce que, de toute façon, quand le joueur y arrive, il a déjà acheté le truc. J'ai souvent l'impression qu'il y a un peu ce même problème dans pas mal de blockbusters américains, où franchement, les climax sont expédiés et on n'a plus du tout cette espèce de notion de sommet explosif, orgasmique ou même symbolique. Là, putain, ça fait plaisir, il y a du spectacle à la et fin. Puis climax sur climax sur climax, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où ça n'arrête pas de s'enchaîner, et c'est toujours bien mené et bien tenu, et jamais de manière grotesque, et jamais dans la surenchère ou... Je suis tout à fait d'accord avec ça, mais pour revenir sur ce que tu disais, le comparatif avec les Gardiens de la Galaxie, c'est marrant. Le dernier climax du film, pour moi, une référence à un autre film Marvel que j'ai trouvé pour le coup un peu grossier, et j'ai trouvé ça surprenant de la part d'un film qui justement va aller autant s'inspirer des années 80, d'avoir une référence aussi moderne. Moi, ça m'a un peu sorti. Il y a clairement un moment où la réunion des personnages, la manière dont c'est filmé et les pouvoirs de chacun, c'est Avengers. Il y a clairement une scène. Non, mais bien sûr. Il y a clairement une scène, c'est Avengers. Et je trouve ça, je sais pas si c'est un clin d'œil volontaire de la part des réals, ou si c'est juste parce que ça a tellement infusé la pop culture que maintenant c'est devenu un truc assez commun. Mais je trouvais ça dommage parce que jusque-là, j'avais l'impression que c'était une bande qui était justement ni comme dans les Gardiens, ni comme Avengers, qui était juste en fait des dudes qui étaient là ensemble pour une raison particulière. Et je trouvais que ça se tenait bien comme ça, qu'il n'y avait pas besoin d'aller chercher ce type d'imagerie-là. La fin, je suis désolé, il y a clairement un personnage, l'ours hibou, c'est clairement Hulk, tu vois. Qui va attraper le personnage qui va faire smash. Ça, c'est Dave Bautista, ou c'est Dave Bautista dans les Gardiens de la Galaxie. Non, quand il dit smash, c'est clairement Hulk c'est avec drôle, Loki. j'avais pas pensé. Bien sûr. Mais mais c'est totalement logique. Mais encore une fois, il y a aucune des références qui m'a percuté parce que c'est pas les miennes. C'est la seule. Non, mais même. Voilà. Sur la question des références, Sophie a deviné évidemment de quelle licence je parlais au début, c'est le Seigneur des Anneaux, parce que effectivement il y a des passerelles plus qu'évidentes entre l'univers de Donjons et Dragons et l'univers développé par Tolkien. Le jeu de rôle s'inspire immédiatement, bien sûr, et directement. Sauf que là, on a même eu des problèmes judiciaires à l'époque avec ça. Bien sûr, c'est vraiment un rip-off du Seigneur des Anneaux. Le problème, c'est que là, on est dans une logique d'adaptation cinématographique, et le problème, c'est que le Seigneur des Anneaux a déjà été adapté dans une saga que je considère personnellement être la plus grande saga ever de l'histoire du cinéma. Mais le projet est tellement différent, Alexis. Oui, mais justement, c'est là où c'est un peu emmerdant. C'est que tu sais, quand tu adaptes un univers comme celui-là, qui entretient des passerelles et des similitudes
clairement établi avec l'univers de Tolkien, tu sais que forcément la comparaison avec le Seigneur des Anneaux va être obligatoire. Et je trouve dommage que, au lieu d'essayer de la meilleure manière qu'il puisse de contourner un tout petit peu ces trucs-là, le film en fait quand même un peu les turbo-caisses, et donc on a à 2 moments notamment un Hobbitbourg du pauvre et une Minas Tirith du pauvre qui sont clairement présentés comme tels, avec en prime les grands plans larges sur des paysages ruraux avec des montagnes enneigées, des grandes prairies. Et le problème, c'est que je trouve que le film aurait gagné à essayer de mettre un petit peu à distance la trilogie de Jackson. En fait, il ne cesse de lui faire des appels du pied esthétiques, et le problème, c'est que du coup, moi qui n'ai pas envie de le comparer, il me pousse à la comparaison, et la comparaison fait forcément un peu mal. Mais non, c'est parce que Jackson a posé des standards qui sont devenus la façon qu'on a aujourd'hui de filmer l'heroic fantasy. Non, parce que personne ne la filmera jamais aussi bien que lui. Bien sûr. C'est ça surtout la question. Mais tout le monde s'y mesure, et je pense qu'aucune production aujourd'hui envisage d'aller dans ces univers-là sans se frotter à ces codes-là. Les traversées avec les plans en hélicoptère, le enfin, tu vois, bon, bref, on l'a tous dans la tête et tout le monde le refait, etc. Tu dis Tolkien, toi? Oui, je prononce Tolkien. Non, mais en fait, tout le monde dit Tolkien. Tolkien, hein. Moi, je dis Tolkien. Et tu dis Josine, 45 ans? Non, il y a un A. Tolkien, il y a un E. Alors, le franchouillard. Moi, j'ai une toute petite critique aussi, parce que vous avez évoqué le rythme du film, et je suis d'accord, je trouve qu'il y a une vraie évolution, il y a un vrai climax et qui amène à un autre climax, etc. Il n'empêche que je ne veux pas reprocher au film d'être trop généreux, mais il y a des moments, il y a des scènes que j'ai trouvées longues. Il y a notamment une scène avec un dragon, toute la scène dans une caverne avec un dragon qui est un peu en surpoids, le pauvre, que j'ai trouvé vraiment longue pour le coup. Elle est fun pourtant. Elle est fun, mais il y a un moment où je me dis, passe à autre chose. Là aussi, on pense à la Moria. Oui, pas qu'un peu, ouais. J'ai eu un peu cette sensation qu'on a eu avec Alexis sur John Wick 4. Tu sais, ce truc de, on a compris, là tu veux m'en montrer plein, tu veux me faire plein de choses, et c'est cool, mais genre. Ouais, mais c'est généreux là-dessus, sur ces scènes sur la fuite, je trouve que ça aurait pu être plus fluide. Alors justement, ça te rejoint, et c'est un questionnement que j'ai, mais que moi j'ai trouvé super intéressant, mais ça c'est Nicolas qui va pouvoir me répondre, vu que moi je ne joue pas à Donjons et Dragons et que je n'y ai jamais joué. J'ai l'impression que l'écriture du scénario a été très particulière, parce qu'il y a plein de moments qui sont presque illogiques en termes de choix, parce que j'ai l'impression que quand ils l'écrivent, ils font tiens, là on va avoir un lancer de dés, et en fonction, le personnage va se retrouver face à un oui immédiat ou à 3 épreuves avant de pouvoir y arriver. Et c'est la première fois que je vois vraiment un scénario qui respecte à ce point. Ou un échec critique, ouais. Quand il enfile le masque, quand il enfile le casque, c'est un échec. Il réussit pas son jeu. Exactement. Et ça, je l'ai senti. Mais même pour le dragon, tu vas trouver une solution. L'espèce de portail, voilà, de portal qui, genre, voilà, le bâton. Et sur tout ça, du coup, ça crée un faux rythme. Mais malgré tout, je trouve que c'est hyper cohérent, en fait. Non, mais t'as raison. Je suis d'accord. Alors, j'ai quelques questions pour refaire et pour regarder le film par d'autres prismes. La première question que j'aimerais vous adresser à vous 4, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer Chris Pine? Non, mais quelqu'un peut m'expliquer cet acteur? J'en dis Pine, pas Pine, non? Ça s'écrit Pine, hein, oui, Tolkien. Laisse tomber Arthur, laisse tomber, c'est peine perdue. Ne rentre pas, ne mets pas le doigt dans cet engrenage. Non, pas dans la Pine. Non, mais sincèrement, moi je trouve que tout est assez bien. Je ne comprends pas l'engouement pour cet acteur, je trouve qu'il joue remarquablement mal, et je trouve qu'il y a quelque chose de flagrant mais pas dans celui-là, le film. Dans tous les films il joue mal dès qu'il a 3 lignes. Mais même dans celui-là, mais à la fin, quand il retrouve sa fille, il a aucune émotion. Et surtout, il y a un truc moi que je trouve incroyable avec lui, c'est que t'as toujours l'impression qu'il tourne, on vient de le réveiller, qu'il a dormi 2 heures, qu'il est imbibé de whisky, qu'il a des pots de saucisson sous les yeux. Mais je sais pas, je ne comprends, mais vraiment je ne comprends pas. Heureusement que tu donnes pas ton avis dans ce podcast. Mais c'est pas mon avis, c'est l'avis de Nick. Ah merde. Non, mais c'est intéressant que tu poses cette question-là, parce que moi j'ai le sentiment inverse, non pas vis-à-vis des performances de Chris Pine, parce qu'effectivement je suis pas très très fan de lui, il me laisse un peu indifférent, mais j'ai l'impression que justement il n'y a pas d'engouement autour de Chris Pine. J'ai l'impression que ce mec-là, ça fait 15 ans maintenant qu'il a des premiers rôles à Hollywood, et que systématiquement, 80% du public s'en cogne. De lui, j'entends, pas forcément des films, mais de lui, quoi. C'est même assez fascinant de voir comme il arrive à tenir, justement, on va dire son rang de A-list, c'est-à-dire de comédien qui a des premiers rôles ou des rôles principaux dans des blockbusters, parce que effectivement, personne n'en a jamais rien à foutre. Je veux dire, même les gens qui apprécient le reboot de Star Trek de J.J. Abrams, personne ne se souvient particulièrement de ses compositions. En fait, il y a un truc qui est assez intéressant avec Chris Pine, mais quand même, moi, je suis pas du tout fan du comédien. Il me semble que ce qui a plu initialement chez lui, c'est qu'il dégageait ou ressemblait un petit peu à ces comédiens de l'âge d'or du cinéma hollywoodien, tu vois, qui auraient pu, jouer des capitaines fracasses et qui sont juste fracasses finalement. Et non, mais il a quelque chose de ça, tu vois, ce blond avec son brushing, qui a comme ça ce menton conquérant, ce regard bleu azuréen, il dégage quelque chose de ça. C'est un peu le Chris Evans de Foyer Sonacotra, quoi. Un petit peu. Non, est-ce que mais dur. Non, mais surtout, attendez, les amis, moi j'ai un contre-exemple ultime.
Hell of High Water de David McKenzie. Comancheria en français. Il est super, Comancheria. Dans Carriers, le film des frères Pastor, qui est un remarquable film de contagion. Là pour le coup, mais parce qu'il joue un gros con. Et Dans qu'il a une tête de Princesse gros malgré elle, un mariage de princesse. Non mais tu vois, je le trouve mauvais. Il a l'air d'avoir vraiment ostensiblement 25 ans de plus que tout le reste du groupe. Même Michel Rodriguez, qui je crois est un petit peu plus âgé que lui, fait plus jeune et s'inclut mieux dans le truc. En fait, je trouve que c'est une erreur de casting, que le mec est nul et que ça aurait pu être porté par un autre comédien, mais qui aurait eu un soupçon de sens Nicolas de l'humour. Martin, tu es directeur de casting. Tu mets qui à la place de Chris Pine? Je ne suis pas directeur de casting et je t'interdis de m'appeler avec ce nom. Non, mais ceci, là où moi je suis pas tout à fait d'accord avec toi, c'est que je trouve qu'il a un côté maître du jeu pété qui marche assez bien, parce que c'est quand même un type qui, et on n'arrête pas de lui répéter, ne fait que foirer ses plans, ne fait qu'essayer de faire coaguler le groupe, et ça marche ou ça marche à moitié. Donc justement, tu penses que c'est méta sur sa carrière? Non, mais je dirais que ça lui va bien en fait, parce que il dégage effectivement ce truc un peu foireux. Enfin, moi il y a des moments, comme je disais, il y a des plans où je le vois, je me dis c'est comme moi les samedis matins, et du coup je trouve que ça va bien parce que il joue quand même ce voleur à la fois très malin et qui se joue un barde en fait, systématiquement. il joue pas un voleur. Oui, un barde, oui, tu as raison. Mais je trouve que ça fonctionne pas mal en fait. Alors, autre question, je vais essayer de grimper d'un niveau. C'est intéressant, on a comparé avec Marvel, avec les Gardiens de la Galaxie. Il y a autre chose qui, me semble-t-il, tombe sous le sens et en tout cas nous tombe sous les yeux. La 7e compagnie. Par exemple, c'est pas à ça que je pensais. On critiquait ici, la semaine dernière, un film fanservice adapté d'une licence faite pour vendre. Et certains autour de cette table en ont dit pique-pendre en disant « Mais pourquoi est-ce qu'on paierait pour une publicité pour un produit ?» Donjons et Dragons, qui a été racheté par le fabricant de jouets Hasbro, c'est marqué Donjons et Hasbro. Non mais voilà, j'ai fait la fusion des deux. Donjons et Dragons, une marque d'Hasbro. Aujourd'hui, on est dans l'adaptation d'un jeu. Je ne doute pas que Donjons et Dragons et que le film va va être suivi d'un retour de vente, que ce soit des jeux de rôle. Sûr. Oh, bien sûr que bah si. non, justement. Non, je suis pas évident. Non, mais c'est intéressant. Effectivement. Non, mais alors, du coup, quelle est la différence? En fait, pourquoi est-ce que, selon vous, qu'est-ce qui se sépare l'un de l'autre? Simon, toi qui as beaucoup critiqué Super Mario. Oui, c'est moi qui ai effectivement critiqué Super Mario en expliquant qu'à mes yeux, c'était une publicité payante, ce que je trouvais un geste éthiquement très discutable et cinématographiquement odieux. Là, pour moi, je n'ai pas ce problème parce que oui, c'est une publicité, mais ça n'est pas qu'une publicité. À mon sens, c'est un film qui tient sur ses deux jambes. Et moi, par exemple, qui ai pas du tout toutes les références de Donjons et Dragons, j'ai jamais l'impression qu'on veut me les mettre dans le gosier à coups de pied. Et pour moi, il y a une différence fondamentale. Je vais vous donner un exemple très concret. C'est que toujours Donjons et Dragons me raconte quelque chose et a des personnages. Je n'ai aucun exemple comparable avec un plan qui pour moi est une source de sidération dans Super Mario. À un moment, nos héros vont se retrouver sur des cartes. Bon, c'est pas un problème en soi, mais alors on fabrique devant eux leurs cartes, et comment est-ce qu'on les fabrique? Le plan est une reprise exacte de l'écran de sélection des cartes de Mario Kart. Il n'y a aucune raison pour que ces cartes apparaissent comme ça. Il n'y a aucune raison technique, technologique, intrinsèque au récit. Sinon, nous montrer exactement le produit que nous pourrons acheter en sortant de salle. Et je n'ai rien d'équivalent, à mon sens, dans Donjons et Dragons. Mais pour aller dans le sens de Simon, effectivement, déjà Mario, c'est basé sur des personnages. Les personnages qu'on connaît des jeux et qui va reprendre et dans la mise en scène, effectivement, les dynamiques des jeux. On en a parlé dans l'épisode de la semaine dernière, en 2D, en 3D. Là, le truc, c'est que Donjons et Dragons reprend pas des personnages à proprement parler du jeu. Il reprend des rôles, des types de personnages, mais pas des rôles. Et effectivement, Sophie, c'était très pertinent ce que tu as dit tout à l'heure sur la construction du récit. C'est ce que j'allais dire. Là, j'ai l'impression qu'on assiste à une partie, que c'est la mise en image d'une partie comme... Alors, je n'ai pas fini The Last of Us, mais où j'ai l'impression que pour une adaptation de jeu vidéo, on est plus on va reprendre des archétypes, mais surtout, on va créer une histoire qui s'éloigne ou qui se rapproche, on va dire, de la narrative du jeu. Globalement très proche de l'histoire. Mais là, je sais que comme c'est un jeu avec des possibilités infinies de création narrative, là, on joue une partie. Et ça me semble relativement sensé. Oui, mais si tu n'as pas ça en tête, tu peux ne pas le voir. Alors que Mario, tu ne peux pas voir que c'est basé sur un jeu vidéo. Oui, non, mais j'allais dans ce sens-là, tu vois, justement. Non, mais je trouvais ça intéressant que tu mettes ça en avant parce que je l'avais même pas vu moi-même, tu vois. Et je trouve ça hyper pertinent. C'est parce que je suis brillante. Évidemment. Mais tout ça pour dire que du coup, Mario, en fait, c'est basé sur les jeux, sur les personnages, alors que là, pas trop. Et tu peux ne pas connaître les mécaniques, ce qui est le cas de nous autour de la table. Et un tout dernier mot, je parlais dans l'introduction de cette émission de la franchisation. Hourra, Mazel Tov, Hosanna au plus haut des cieux. Voilà un film qui va fonctionner. On en attend une suite, 2 suites, 3 suites, une nouvelle franchise à partir de l'existant. Donc finalement, le système de la franchisation fonctionne encore à plein. On peut encore aller tirer des jeux, des références, des bouquins, des adaptations sans créer aucun univers neuf. Et on va se bouffer
5, 6, 7, 8 Donjons et Dragons jusqu'à ce qu'on les reboot. Alexis, qu'est-ce que t'en penses ? C'est peut-être en train de devenir un tout petit peu plus compliqué que ça, parce que bon, déjà, à l'heure où on enregistre, ça fait 24 heures que le film est sorti. Il est encore un petit peu tôt pour savoir si le film aura vraiment un succès satisfaisant pour le studio. Parce que les chiffres États-Unis sont très bons. Les chiffres de démarrage sont très très bons, mais on a déjà vu des films qui font des démarrages exceptionnels et puis qui dès la 2e ou 3e semaine d'exploitation se cassent la gueule, et puis à la fin de la course, en fait, le studio n'est pas satisfait. Mais attention, c'est pas le budget d'un Marvel, c'est moitié moins qu'un Marvel habituel, donc bien ils sûr. n'ont pas non plus les besoins du même taux de ce rentabilité. qui, du coup, est quand même intéressant, c'est que Donjons et Dragons, qui est une licence extrêmement populaire, et en plus, c'est quand même si on connaît pas le jeu, c'est un univers d'heroic fantasy, on a mis des acteurs un tout petit peu bankable, en tout cas identifiés, ça a l'air spectaculaire, ça a l'air fun, les bandes annonces sont vendeuses. On pourrait très bien mettre un très gros budget sur la table. C'est pas ce qu'ils ont fait. Donc ça laisse supposer quand même que, en termes de franchisation, Hollywood commence un tout petit peu à faire preuve de prudence et se dire, ok, là on a peut-être une poule aux œufs d'or, mais on va le vérifier avant de miser tous nos jetons sur la table. Ce qui n'était pas encore le cas il y a quelques années, quoi. Sophie, pour oui, conclure. puis ça fait un peu du bien, même si, imaginons que ça devienne une franchise, peut-être qu'on va revenir à ce moment où il y a des nouvelles franchises qui se créent, on se dit, le 1 il est super, le 2 il est moyen, le 3 il est cool, parce que ça va être des nouveaux réalisateurs, peut-être qu'ils vont faire aussi, comme pour les franchises de cinéma d'horreur, où d'un coup, le 2 il est réalisé par Mike Flanagan, et que du coup, Ouija 2 c'est super. Là, on a 2 réalisateurs qui sont vraiment plein de promesses, parce qu'ils n'ont pas fait tant de films que ça, et peut-être qu'ils ont lancé un truc qui va leur permettre aussi de faire de nouveaux films, autre que cette franchise-là, parce que Game Night c'était au final un tout petit film, et donc moi j'y crois, et non, je trouve pas que ce soit une A-list cast énorme, et qu'ils ont quand même pris un risque pour mettre des nouveaux visages aussi, et donc non, moi je trouve que c'est vraiment, sans que ce soit un film parfait, c'est largement au-dessus du niveau de ce qu'on a en ce moment. Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs de Jonathan Goldstein et John Francis Daley. Et vous, est-ce que vous êtes plutôt sorcier, demi-elfe, neutre bon de niveau 3 ou Garcimore? Vous pouvez nous répondre dans les commentaires. Et puisqu'on parlait à l'instant de franchise et de sortie, on va revenir sur ton gros coup de cœur de la semaine dernière, Simon. On va parler de Super Mario Bros, dont la sortie t'a inspiré quelques poèmes, et en alexandrin, je crois d'ailleurs, en octosyllabes. Tout à fait. Et quelques réflexions profondes sur l'état du marché du cinéma. Profonde s'il en est, non, tout simplement, notamment sur les réseaux sociaux, il y a eu quelques débats un petit peu vifs, en fait, par rapport aux chiffres, non seulement de Super Mario, mais de l'autre grosse production qui sortait mercredi dernier, à savoir Les Trois Mousquetaires, très grosse prod française de plusieurs dizaines de millions d'euros. Et quelques tweetos, internautes se posaient la question de savoir si la semaine de sortie qui avait été décidée pour le film réalisé par Martin Bourboulon était la bonne, sachant donc que le film s'est retrouvé en face de Super Mario qui a absolument cartonné, et qui, je crois, à l'international est le 2e meilleur démarrage d'un film d'animation après La Reine des Neiges 2, enfin bref, qui est un rouleau compresseur énorme. Et un certain nombre de professionnels de la profession ont répliqué tout simplement qu'il était absolument impossible de prévoir le succès de Mario. Et j'avoue que ça m'a beaucoup étonné, parce que Super Mario est une des plus énormes, populaires, gigantesques, massives franchises de l'histoire de la pop culture contemporaine. Le film est exécuté par le studio Illumination, qui a sur son CV quelques énormes machines de box-office, tant des mignons que Moi Moche et Méchant. Donc il n'y a aucune raison de penser que la réunion des deux ne soit pas à nouveau une machine de guerre économique. Et surtout, quand bien même on ne l'aurait pas vu préalablement. Parce qu'on peut aussi entendre que ceux qui bossent dans la distrib et la production en France ne sont pas nécessairement des spécialistes de l'industrie vidéoludique. Ça n'est pas leur faire injure. En revanche, que personne n'ait vu s'affoler tous les compteurs au moment de la mise en marche promotionnelle du film, il y a des mois maintenant, de constater que les bandes annonces avaient un succès incroyable, que même la version française du film se faisait tresser des louanges, ce qui n'arrive à peu près jamais dans l'animation internationale. Enfin, je veux dire, je suis extrêmement surpris que le milieu du cinéma français n'ait pas identifié Super Mario comme un Avenger 15. Voilà. Et donc ça nourrit tout simplement quelques questionnements que je me pose, parce que plusieurs fois ici à ce micro, je vous ai fait part de mes interrogations et de combien je trouvais les liens entre l'industrie cinématographique et l'industrie vidéoludique important, et je crois que le cinéma doit se questionner là-dessus. Et donc voilà, je pense que, encore une fois, dans le monde du cinéma, on ne prend pas encore assez en compte le jeu vidéo, son héritage culturel, tout ce qu'on peut aussi bien en tirer qu'en apprendre, et qu'on doit aussi penser, réfléchir un petit peu si on veut que le cinéma ne se fasse pas totalement écrasé par le jeu vidéo. Arthur, je suis pareil, très surpris qu'on ait pu avoir cette réflexion. Moi, je me pose la question.
c'est impossible de ne pas savoir que Mario a été un carton. Est-ce qu'il n'y a pas eu une réflexion de la part de Pathé de se dire Mario, ça va s'adresser principalement aux moins de 8 ans? Oui, là sauf où les que mousquetaires c'est pas eux qui payent, c'est leurs parents. Oui, mais du coup, il y a des parents qui ont des gamins de moins de 8 ans et des parents qui ont des gamins entre 8 et 13, 14, 15 qui vont peut-être plus aller voir les 3 mousquetaires que Mario. Est-ce qu'il n'y a pas eu cette piste de réflexion chez Pathé, tu penses? Peut-être. Plus que de se dire Mario, ça va faire aucune entrée, c'est ce qui serait un move ultra débile pour le coup, je suis d'accord avec toi. Je sais pas du tout, mais ça veut dire alors sinon qu'il n'y a pas une prise en compte d'un autre élément très important, qui est la crise économique et l'inflation qui se sont abattus sur les foyers français, qui font que si tu dois arbitrer entre aller voir les 3 mousquetaires tout seul avec tes potes, ta compagne, ton conjoint, qui sais-je, voir tes enfants. Oui, voir tes enfants, ou alors, tu vois, si tu dois trancher entre les deux, c'est peut-être plutôt du côté de Mario que tu vas trancher, parce que t'es sûr que les gamins vont se marrer, ou du moins tu penses que tu as une possibilité de satisfaction peut-être un peu plus élevé que les 3 mousquetaires, qui peut être perçu par plein d'ados. Ils seront curieux de le voir, ils seront curieux de le découvrir, mais avec leurs parents, c'est peut-être pas une évidence. Alexis. Moi, c'est quand même étonnant parce que je trouve que quand on regarde un petit peu dans le rétroviseur ces quelques dernières années, il y a eu à chaque fois des moments comme ça où le milieu du cinéma français a eu l'air d'être fondamentalement déconnecté de la réalité du box-office, et même, parce que là on parle d'un film, donc d'une coproduction à plusieurs avec un studio d'animation qui est franco-américain, Illumination, mais même sur des films français, moi je me rappelle des états généraux du cinéma qui s'étaient réunis à l'Institut du Monde Arabe pour essayer de discuter du futur du cinéma, de comment on pouvait ramener les gens dans les salles, de comment on pouvait mettre en place des nouvelles politiques d'aide culturelle, et je me souviens, je crois, d'une productrice, je pourrais plus dire son nom malheureusement aujourd'hui, mais je me rappelle une productrice qui disait on peut quand même se réjouir d'avoir récemment des sorties françaises qui ont rencontré un large public, et elle citait parmi d'autres films Les Enfants des Autres de Rebecca Zlotowski, qui a fait 300 000 entrées. C'est très bien pour un film de Rebecca Zlotowski, vraiment, c'est un score très satisfaisant pour elle, et ça augure d'un bel avenir pour Zlotowski dans le cinéma français d'auteur, mais dans l'absolu c'est pas du tout un bon score, et donc c'est pas la première fois que les gens qui font le milieu du cinéma français se révèlent parfois difficilement capables de lire le box-office, quand bien même il est évident. Tout le monde savait que Super Mario Bros ça allait cartonner. C'est bizarre que des gens soient passés à côté de ça, quoi. L'autre grosse et sale actu de la semaine, ce sont les révélations de Mediapart sur les accusations d'agression sexuelle répétées de la part de Gérard Depardieu. Simon. Oui, des accusations dont on entend beaucoup dire que tout le monde savait, et dont peut-être pour une fois on peut dire effectivement que tout le monde savait, et qui entre en résonance avec un événement qui a eu lieu il y a maintenant 3 ans, c'était en 2019 ou 2020, j'ai un petit doute, bref, il y a quelques années. Tout simplement, le CNC a décidé de conditionner ses subventions et l'attribution de ses aides au fait que les sociétés de production, de distribution et autres agents du cinéma, bref, les professionnels de la profession, suivent des formations en gros autour de comment identifier et comment réagir aux problématiques d'agression sexuelle qui surviendraient dans les entreprises et ou sur les plateaux de tournage. Et à cette occasion, on a vu beaucoup de professionnels de la profession prendre la parole sur les réseaux pour expliquer combien ces entreprises étaient stériles, idiotes, contre-productives, vaines, ne servaient à rien, s'en moquant, la dénigrant, voire l'attaquant très frontalement. Et bien tout simplement, quand on voit aujourd'hui ce qui vient de sortir concernant Gérard Depardieu, à savoir des accusations de comportements problématiques et ou répréhensibles par la loi sur des plateaux de tournage, on se dit que peut-être que la moquerie n'était pas la réaction la plus adéquate à cette initiative du CNC, qui fut la première institution française à conditionner ses aides au suivi de ses formations. Et on vous enjoint d'aller jeter un coup d'œil à cette enquête, comme souvent remarquable, sur le site directement de Mediapart. André Téchiné est un réalisateur passionnant, je le dis, parce que si vous ne connaissez pas sa filmographie, elle se déploie globalement de la fin des années 70 au début des années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Il a fait des films de façon très régulière, mais vraiment il y a un nœud important dans les années 90, début 2000, avec des films indispensables qu'on pourrait qualifier de post-nouvelle vague, des films sensibles, intelligents, un talent inégalé pour des drames intimes, des drames souterrains, extrêmement contemporains, notamment autour des questions liées aux sexualités, mais pas uniquement. On peut citer Rendez-vous, Les Innocents, J'embrasse pas, Ma saison préférée, Les Roseaux sauvages. Si vous ne connaissez pas ces films, vraiment, je vous conseille personnellement d'aller y jeter un œil, parce que ce sont des films qui personnellement sont importants pour moi et sont certainement parmi les plus beaux films du cinéma français de la fin du XXe siècle. André Téchiné a aujourd'hui 80 ans, il revient avec un nouveau film, Les âmes sœurs. C'est l'histoire d'un soldat français blessé au Mali et qui rentre vivre chez sa sœur en Ariège, et on va découvrir que leurs deux vies sont liées par un lourd secret. T'as peur de moi ?
Moi, quand je suis avec toi, j'ai pas peur. T'as des doigts de fée maintenant. Je peux vous envoyer un infirmier pour vous aider. Moi, je veux pas quelqu'un d'autre. Ça fait 1 an que je suis sorti du coma. Vous auriez pu mettre une seule bougie. Tu sais, on a déjà eu une aventure. Toi et moi. Rapport qualité-prix, vous trouverez jamais mieux. Ça te gêne pas que je vive ici avec David? Hein? Ça te choque pas? Jeanne, pourquoi tu fais ça? Tu sais ce qui s'est passé entre Jeanne et moi? T'es au courant de quelque chose? Ça va prendre combien de temps avant qu'il arrive à se souvenir? Le cerveau, c'est une boîte noire. Quant aux souvenirs, tu sais, on les stocke pas. On les réinvente tout le temps. On peut pas faire comme si t'avais pas existé avant. Puisque j'ai tout oublié. Ça revient au même, non? Les âmes sœurs d'André Téchiné avec Noémie Merlan et Benjamin Voisin. Alors, peut-être... non, Simon, tiens, pour commencer, est-ce que le charme Téchiné opère encore? Je me suis pas fait chiner. Merci Arthur. J'espérais Est-ce vraiment. qu'on pourrait avoir des rires enregistrés? Ah mais on a déjà essayé. On les a. Non, on a les applaudissements. Les applaudissements. Je peux mettre des applaudissements. Je pense que les applaudissements sont encore plus drôles parce que la vanne est vraiment pas terrible. Oui. Sans offense. Non, mais je le savais bien, mais c'est ça qui m'amusait. Bref, en fait. Ce nouveau film de Téchiné s'inscrit dans un nouveau mouvement au sein de son œuvre qui est assez récent finalement. C'est quand il a décidé de marier ses thématiques habituelles qui sont tout autant autour de la codépendance que de liens et de relations affectives, amoureuses ou sexuelles extrêmement fortes et qui peuvent, on va dire, sortir du champ du commun, quoi, tout simplement. Il a commencé à les mêler à soit des faits historiques ou ce qu'on appellera des faits divers ou des faits de société. C'est ce qu'il fait en gros depuis une quinzaine d'années, grosso modo. La fille du RER. Exactement, la fille du RER, les témoins, impardonnables ou encore l'homme. C'était pas mal du tout encore. Hein. Ça allait, oui, encore l'homme qu'on aimait trop. Et donc c'est quelque chose qui était aussi d'ailleurs dans son précédent film, L'Adieu à la nuit, qui parlait de la radicalisation. Et donc dans Les âmes sœurs, on a un petit peu de ça puisqu'il va quand même être question de l'engagement français au Mali, d'un soldat qui, tout simplement est heurté dans sa chair, ce qui va être le point de départ de l'intrigue. Moi, le problème que j'ai 2 problèmes avec le film et avec ce dernier mouvement dans la cinématographie de Téchiné. Tout d'abord, j'ai l'impression que ces sujets l'intéressent très sincèrement, mais qui ne sait pas particulièrement bien les traiter. Je trouve rarement ses angles très pertinents. Je trouve ses problématiques souvent un peu théoriques et un peu surplombantes. Donc, je trouve qu'il a rien à me dire sur ces thèmes-là. Et du coup, ça fait un petit peu scolaire. J'ai un peu l'impression de voir quelqu'un qui veut s'intéresser à des sujets, mais qui a pas grand-chose à en dire. Ça, c'est un vrai problème. Et surtout, en fait, je ne comprends pas, ou je ne comprends plus du tout, quel est son projet de mise en scène. C'est-à-dire qu'il a un récit qui est, en termes d'émotion et de trajectoire de personnage extrêmement fort. C'est quand même un récit sur l'inceste et sur la possibilité d'un inceste désiré entre 2 personnes qui, si j'ose dire, ont une relation d'égalité. On n'est pas sur un dominant-dominé et sur une violence, ou en tout cas pas sur une violence contrainte. Donc c'est quand même un sacré thème et romanesque et humain, c'est complexe, c'est difficile, ça appelle des sentiments tellement ambivalents et puissants que la mise en scène devrait accompagner ça. Or je trouve la mise en scène particulièrement atone et je le vois notamment parce que les seuls moments où pour moi ça s'envole un peu, c'est lorsqu'il essaye d'inscrire ses personnages dans le décor. Le film se passe en Ariège, il y a une nature qui est assez sublime, mais encore une fois, heureusement que c'est joli parce qu'il la filme pas d'une manière très intéressante, je trouve. Et en fait, j'ai le sentiment qu'il a un récit qui devrait être une bourrasque et que ça siffle doucement et donc tout simplement, ça donne un film qui a peu de tonalité, je le disais, qui est atone et qui est un peu mou, hélas, alors qu'encore une fois, je devrais en sortir terrassé, quoi. Sophie. Il n'y a rien de pire que de voir et de sentir une bonne idée scénaristique ou cinématographique et que le film passe complètement à côté. Là, il y avait vraiment le scénario qui faisait « Wouh, regarde, je suis là, je suis une bonne idée !» Et puis vraiment, la caméra qui passe à côté en mode « Non, je vais filmer un arbre !» Et c'est hyper gênant parce que là, on a cette histoire avec Benjamin Voisin, donc qui a une amnésie totale et une relation étrange avec sa sœur, mais dont il n'a aucun souvenir. Et on voit bien qu'il y a une ambiguïté. Et donc, quel putain de sujet de parce qu'il ne se souvient pas, il ne la reconnaît pas comme étant sa sœur. Non, mais il la reconnaît pas du tout. Il la découvre. Il la découvre. Sauf que il voit du coup une jeune femme qui est pleine d'attention, qui a forcément une physicalité particulière vu qu'elle est soignante. Elle lui enlève ses bandages, elle lui touche le torse. Il y a quelque chose de très ambigu, ne serait-ce que dans leur rapport de soignant malade. Elle l'accompagne. C'est vraiment une relation un peu unique que, en tout cas, j'ai pas vu au cinéma. Et là, tu te dis, mais super sujet. Il ne se souvient pas que c'est sa sœur et il a une relation d'intimité que tu ne peux avoir avec personne d'autre. Du coup, ambiguïté naissante. Sauf que le film passe complètement à côté de ça. Alors que, comme tu le disais, Simon, il y a même quelque chose de très romanesque dans ça, genre dans l'interdit des sentiments. Qui est un thème
purement téchinien. C'est exactement ce qu'il traite. Absolument. Et quand il le traite et qu'il le traite bien. Sauf que là, il le traite comme frère et sœur de Desplechin, c'est-à-dire avec des gros sabots, avec de la lourdeur, avec des personnages secondaires, notamment celui d'Audrey Dana, qui est complètement aux fraises. C'est vraiment compliqué. Bonjour, je suis la mairesse du village. Bah oui, mais vous êtes dans un village de 15 habitants, vous n'allez pas me dire que vous la découvrez. Ah bah finalement, je suis votre meilleure amie. Ah bah super! Vraiment, il n'y a rien qui va. Il n'y a pas une seule scène cohérente dans ce film. C'est très dommage parce qu'encore une fois, on n'était à pas grand-chose d'un film vraiment intéressant. Alexis. Alors, je vais faire une supposition personnelle. Je pense que si le scénario des âmes sœurs n'avait pas été signé de la main d'André Téchiné, mais aussi celle de Cédric Angers, scénariste et réalisateur français à qui l'on doit notamment La prochaine fois je viserai le cœur, qui avait été assez remarqué au moment de sa sortie, je pense que si le scénario n'était pas signé par ces deux co-scénaristes-là, il n'aurait pas été tourné, du moins pas en l'état. Je pense que il aurait subi beaucoup plus de réécriture que ce qu'il a subi. Et c'est un souci quand même récurrent dans le cinéma, et pas que français, dans le cinéma international, c'est ces vieux cinéastes qui effectivement ont une carrière plus que respectable. André Téchiné, c'est un très grand nom du cinéma français, et ce depuis longtemps. Mais du coup, comme ce sont des grands noms, on leur pardonne plus de choses. Parce que là, vraiment, et je vais passer très vite fait sur la mise en scène dont Simon et Sophie ont déjà parlé. Moi, je trouve que la mise en scène, elle est plate, elle est sans idée, elle est sans relief, elle est sans intensité du début à la fin du film. C'est une mise en scène qui est, franchement, celle d'un téléfilm avec un budget confortable. Pour moi, c'est ni plus ni moins que ça. Et surtout, en termes d'écriture, il y a beaucoup de sujets qui sont abordés dans le film, parce qu'il est évidemment question de l'identité. Qu'est-ce qui nous définit comme individu ? Est-ce que ce sont nos souvenirs, notre histoire personnelle, ou est-ce qu'au contraire c'est simplement notre caractère ? Est-ce qu'on peut se réinventer au milieu d'une vie à partir de rien ? Est-ce qu'on peut faire table rase du passé et devenir quelqu'un d'autre ? Il y a aussi plus subtilement, plus secondairement, des questions de transidentité qui sont abordées aussi dans le film, mais il est également question de problématiques politiques, parce qu'on va parler de la guerre, on va parler surtout de l'après-guerre, comment un soldat revient du front traumatisé, comment il se reconstruit, est-ce que la reconstruction est possible ? Et puis on va aussi parler très succinctement de la gentrification des milieux ruraux, avec une sous-intrigue qui voit une grande propriété ancienne, un peu décatie, peut-être sur le point d'être rachetée par un grand groupe hôtelier de luxe. Le souci, c'est que tous ces sujets-là, qui auraient pu nourrir un scénario et lui donner de la profondeur, ne sont justement jamais approfondis. Ils sont survolés, voilà. André Téchiné va mettre des motifs devant la caméra, il va nous pointer des problèmes du doigt, mais il va jamais véritablement les investir, ni les incarner. Et là, j'en viens au problème le plus évident du film, je trouve que ça joue très mal. Et ça joue très mal parce qu'en fait, ça n'a rien à jouer. Ni Benjamin Voisin, ni Noémie Merlan, ni Audrey Dana, ni André Marcon, qui ont quand même prouvé par le passé à plusieurs reprises qu'ils étaient tous globalement très bons, ils n'ont rien à défendre, parce que leurs personnages sont des coquilles vides, parce que les enjeux charriés par leurs personnages ne trouvent ni d'incarnation à l'image, ni d'incarnation dans l'écriture, et à partir de là, c'est une grosse machine qui tourne à vide et qui très vite ronfle. Mais surtout, je pense, parce qu'ils ne peuvent pas savoir quel est le projet de mise en scène. J'y reviens, parce que quand tu es comédien et que tu joues sur un plateau de cinéma, tu travailles ton jeu, bien sûr, en fonction de comment te dirige le cinéaste qui est en face de toi, mais aussi par rapport à, tout bêtement, là où est la caméra. Si la caméra est à 30 mètres, je vais pas travailler mon visage et mes micro-expressions de la même manière que si elle est collée à moi. Et là, quand on a un enchaînement de plans moyens, de trucs bizarrement distanciés des personnages, je pense qu'ils ne savent pas comment jouer. Et moi, il n'y a pas un seul moment où je crois que Noémie Merlan peut faire usage de ses synapses, et il n'y a pas un seul moment où je crois que Voisin a envie de lui rentrer les poils. Et donc, le film s'écroule en permanence. L'élégance, toujours Et puis, on en parle de ce manque de synchro labial à un moment. Il y a un doublage sur une scène, la scène a clairement été redoublée. Sauf que la synchro ne marche pas. Ils ont fait ce qu'on appelle dans le milieu une cinémane, en référence au chef-d'œuvre de Yann Moix, c'est-à-dire qu'ils ont tourné une scène, puis après ils ont certainement changé l'ordre de la scène, ou peut-être transformé ses enjeux, et ils se sont rendus compte que les dialogues fonctionnaient pas. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On enregistre d'autres dialogues qui ne matchent pas du tout avec les lèvres de l'actrice, et il y a plusieurs moments concernant Noémie Merlan qui sont vraiment gênants là-dessus, quoi. Les âmes sœurs d'André Téchiné, avec donc Noémie Merlan et Benjamin Voisin. Et vous, est-ce que vous êtes plutôt touche pipi avec la sœur ou touche pépé avec le curé ? Vous pouvez nous le dire. Jésus. En fait, Jésus Marie-Joseph. C'est cette vanne-là qui me donne envie de voir le film. J'oublie tout ce qu'ils ont dit au préalable. Sur nos différents réseaux sociaux. Amour toujours, mais entre filles cette fois. Katia et Justine sont folles l'une de l'autre. Elles font un enfant,
Non, alors ne me regarde pas comme ça, Simon, je t'expliquerai comment des filles peuvent faire un enfant, c'est un truc. Non mais c'est pas si compliqué que ça, je te jure. Yeah. T'inquiète pas. Mais comme chacun sait, l'amour, eh bien ça va, ça vient. Les deux femmes se séparent. Quand des années plus tard, Katia, qui garde l'enfant, apprend qu'elle est condamnée, elle confie sa fille à son frère, un auteur ombrageux et alcoolique. Autant dire qu'avec Une histoire d'amour, c'est le titre du film, le chialomètre s'annonce assez élevé. Si nous sommes tous réunis, c'est pour célébrer l'amour de deux êtres. Je vous déclare unis. Vous pouvez vous embrasser comme vous le faites depuis que vous êtes arrivés. T'as repéré la danseuse? Jolie, hein? Un peu jeune, non? Ça va, tu vas pas l'épouser. Claire, Katia, Claire. Je crois que j'ai envie d'un enfant avec toi. Ça coûte combien? On pourrait demander à ton frère. Pour le même prix, tu pourras avoir un jet ski. Ce sera un meilleur investissement. J'ai peur d'être une mauvaise mère. Parce que j'ai mon père en moi et c'était pas un super papa. J'ai toujours peur qu'il surgisse. Il va rien m'arriver. Ni à toi, ni à nous. Une histoire d'amour d'Alexis Michalik, dont c'est ici le deuxième long métrage adapté comme son précédent Edmond de sa propre pièce de théâtre. Alors à chialer, à pas chialer. Je me retourne évidemment vers toi, Arthur. Rien. Pas une... Sec. Rien. Mais parce que c'est horriblement mauvais. Et qu'à aucun moment il m'atteint. Je suis désolé, mais moi j'ai un vrai gros souci avec le film. Et je le dis d'autant plus que moi j'aime beaucoup Edmond. J'aime beaucoup Edmond parce que je trouvais que c'était un film qui était malin sur sa manière de vouloir renouveler la manière de filmer le théâtre, qui était méta sur les origines de Cyrano de Bergerac, Edmond Rostand, qui essayait de raconter une histoire d'amour similaire. Enfin, je trouvais ça assez ludique, assez sympathique, et surtout, je pense que je ne retrouvais pas ce que tout le monde me disait à l'époque, à savoir, je ne retrouvais pas l'ego d'Alexis Michalik. L'ego, je l'ai retrouvé ici, très fort, parce que j'ai un vrai gros souci avec l'écriture du film, qui, j'imagine, est déjà un peu présent dans la pièce de théâtre. Je ne l'ai pas vu, je ne sais pas. Le postulat de Michalik, c'est de nous raconter l'histoire de cette femme, de cette histoire d'amour tragique et de cette gosse. Il y a des personnages un peu autour, donc la gosse, il y a son frère, auteur, maudit, alcoolique, machin, qui est interprété dans le film par Alexis Michalik. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant les 2 premiers tiers du film, on va te faire croire que, en fait, on s'intéresse à cette femme-là. Je vais outrepasser le fait que c'est mal écrit, que les dialogues ne fonctionnent pas, qu'à aucun moment tu comprends. Il y a une scène de montage où on voit l'évolution de l'histoire d'amour entre les deux filles qui va se péricliter avec la grossesse. On ne comprend aucun enjeu, ce n'est pas possible. Je n'ai aucune attache à cette relation parce qu'elle n'existe pas. Ce n'est pas crédible à aucun moment. Mais soit, c'est pas ça qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est qu'au bout de 2 tiers, il se dit, mais en fait c'est pas ça le sujet de mon film. En fait, je vais parler de moi. Pas de spoil, coup, attention. Non, mais c'est pas un spoil. Il se passe un élément qui fait que d'un seul coup, c'est le tonton qui va garder la gamine. Sauf que du coup, pendant un tiers de film, on voit plus la fille. On voit plus le personnage principal. Elle n'existe plus, alors qu'elle est encore là. Et on se concentre sur un tonton qu'on nous a à peine caractérisé pour nous remettre un peu du Michalik. Je ne comprends pas cette démarche, je ne comprends pas ce scénario, je ne comprends pas l'intention, si ce n'est pour moi de se dire attendez, je vais quand même parler un peu de moi. Vraiment, c'est rare que je sois aussi énervé, mais je déteste. J'ai détesté ce film. Alors, il faut peut-être donner un petit peu de contexte. Qui est Alexis Michalik ? Alexis Michalik, c'est un acteur. C'est pas moi, hein. Je précise pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Nous ne sommes pas la même personne. Je te déteste, Alexis. Toi, c'est Alexis Michalak. Exactement, ouais. Ça se voit à la carrure. Comme le pâtissier. Non, c'était pas ça. Il parlait de rugbyman. Oui, il parlait du rugbyman. On l'a pas du tout. C'est intellectuel et le sport, c'est vraiment l'enfer. Alors, on revient sur Michalik. Alexis Michalik, donc, qui est comédien, il est surtout auteur et metteur en scène de théâtre. Et il a été récompensé, il a été primé et loué pour un théâtre et pour des pièces de théâtre. La première s'appelait Le Porteur d'Histoire, puis Le Cercle des Illusionnistes, puis Edmond, qui était un théâtre qui jouait dans le théâtre privé, pas subventionné, très populaire, intelligent, malin, qui jouait avec une économie de décor sur différentes époques et qui étaient vraiment des pièces, moi que j'ai vues, et qui étaient vraiment des pièces assez novatrices, intelligentes, vives, historiques, sans être smartass. Enfin, c'était vraiment du théâtre populaire dans le sens le plus noble du terme. Le plus noble du terme. Et t'avais vu le film Edmond du coup ? Alors, je n'ai pas vu le film Edmond. D'accord. J'ai pas vu le film Edmond, donc je sais pas comment il l'a transposé au cinéma. Une histoire d'amour était également une pièce de théâtre qu'il transpose au cinéma. Il a gardé le casting de ces pièces de théâtre, ce qui pourrait être à son honneur. Mais il y a quelque chose là, Simon, que moi je ne comprends pas bien et que personne ne s'explique très bien. Comment est-ce qu'on passe vraiment de l'enfant prodige du théâtre d'auteur populaire français à je vais pas dire le tâcheron, ce serait un petit peu méchant, mais en tout cas
l'échec du réalisateur de ciné que ce que vous êtes en train de décrire en l'occurrence? Alors, c'est très compliqué parce que moi, ce qui me vient à l'esprit quand je vois le film relève vraiment du domaine du subjectif. Donc je le dis en préambule parce que je voudrais toute critique relève du domaine du subjectif. Non, mais un niveau, non, mais un point, tu vas comprendre ce que je veux dire. Vas-y. Tu vas comprendre ce que je veux dire. C'est-à-dire que je vais avancer des choses qui sont mon intime conviction, mais que je ne peux pas du tout démontrer. Le sentiment que j'ai quand je vois ce film qui est censé sur le papier être un mélo. C'est que qui est vendu tel quel, hein. Je veux dire. Oui, non mais puis vous avez pleuré beaucoup. Je veux dire, ce qui se déroule, les péripéties, c'est supposé sur le papier, c'est un mélo. Moi, mon sentiment, je parle pas de la pièce, je n'ai pas vu la pièce, je parle bien du film. Hein, c'est que Michalik n'aime pas ce genre-là. Il n'aime pas le mélo. Donc il faut qu'il trouve des biais pour, dans son mélo, faire des trucs qui l'intéressent. D'accord, qu'est-ce qui l'intéresse? Manifestement pas les couples lesbiens, manifestement pas les enfants de 12 ans. Lui, ça a l'air de pas mal l'intéresser. Mais alors là, il y a un petit conflit dans le film, c'est que son personnage devrait être authentiquement caractérisé comme un horrible salaud pour que ça fonctionne, Absolument. pour qu'il y ait rédemption ou pas rédemption d'ailleurs. Mais cet écrivain alcoolique et cynique qui ne s'est jamais occupé que de son cul et qui doit soudain réussir ou ne pas réussir à s'occuper de sa nièce. Il faut bien le caractériser comme un salaud. Le problème, c'est que du premier plan où il apparaît, j'ai l'impression qu'on me dit non, mais il est quand même pas mal. C'est ça, il est cool. Il est cool. La scène du mariage, il est cool. Il est cool. Non mais bon, ok, il boit un peu trop et il fait des blagues, mais il est cool. Et donc à partir de là, j'ai un mélo de quelqu'un qui me dit genre non mais c'est triste, mais je le fais pas mal. Non mais en vrai, c'est pas mal. Bon attends, la fin on va mettre sur moi parce que moi je tiens bien le truc quand même. Tu vas voir, attention mon chéri. Et c'est très embarrassant, mais authentiquement embarrassant. Moi, au bout d'un moment, le film commence à me faire rire nerveusement parce que j'ai vraiment l'impression, tu sais, ça me rappelle cette époque où il y avait des défilés de mode où tu avais des créateurs qui disaient on a voulu faire un style un SDF hein, parce que voilà. Et là, c'est un petit peu ça. T'as Michalik qui dit genre regarde, je me suis mis un peu à fleur de poubelle sur la tête et je dis des horreurs. Hein, t'as vu hein, et c'est vraiment tout un parcours. Non, mais je suis bien quand même. Hein. C'est un ego trip insupportable et en même temps très drôle. Peut-être un mot, parce que Edmond, toi, ça t'avait pas déplu, Arthur. Bah oui, tout à fait. Mais c'est ça qui m'étonne, Edmond en fait. qui parlait de Cyril Bergerac, Edmond Rostand. Mais en fait, ce qui m'étonnait, c'est que justement, on m'avait parlé du fait que Michalik était connu pour avoir un ego un peu machin, et je le retrouvais pas dans Edmond, parce que dans Edmond, pour moi, il me parle d'autre chose. Il me parle vraiment. C'est marrant, parce que moi, je le connaissais plutôt comme un metteur en scène et un auteur assez brillant. Ah ouais? Contre les problèmes d'ego. Moi, je l'ai découvert au théâtre comme ça. Hein. D'accord. En tout cas, moi, quand j'allais faire des interviews sur Edmond il y a 4-5 ans, on me disait attention, Michalik, il est pas facile. Et c'est vrai que je l'avais en interview et qu'il s'aimait bien, mais en même temps, il venait de faire un super premier film basé sur une pièce de théâtre. C'est jamais vraiment simple d'adapter du théâtre au cinéma, surtout de cette manière-là, parce que là, il faut imaginer que Edmond, ça raconte comment Edmond Rostand a écrit Cyrano de Bergerac basé sur une histoire qu'il vit, et que du coup, en même temps qu'il vit cette histoire, il vit aussi la manière de filmer le théâtre. Enfin, désolé, mais 2 secondes. Ma mère est prof de théâtre, prof de français, prof de théâtre en lycée, et j'en ai beaucoup parlé avec elle en termes de manière de filmer le théâtre, de vraiment la manière de faire. C'était assez innovant, c'était vraiment bien fait. C'est ce qu'il faisait dans toutes ses pièces. Hein. C'était toujours des récits imbriqués les uns dans les autres. Et là, il y en a pas. En fait, là, je pense qu'il a essayé de faire imbriquer l'histoire de ce couple avec l'histoire de cette femme et de son frère, et du coup, ensuite, d'imbriquer la gamine au milieu de ce triangle. Et en fait, il n'y arrive pas. Il y a un sincère problème d'écriture. Et rappelons que tout ça dure 90 minutes, donc vous avez bien compris, nous raconter une histoire qui se passe sur 12 ans, à base de couples qui se font, se défont, d'enfants, de maladies graves, de tontons brillants et alcooliques, en 90 minutes, c'est ce qu'on appelle un quickie, tu en parlais tout à l'heure. On raconte la fin d'un couple en littéralement 3 minutes. C'est censé être le cœur dramatique de ton récit. Et ensuite, vous vous plaignez que les films sont trop longs. Faudrait savoir un peu. Non, moi je m'en plains pas. Vraiment, ces critiques ciné, ils disent tout et leur contraire. Moi, je sais plus qui croire. Hein. Moi, je vous écoute, je sais plus quoi croire. Attention la Suze. Ah pardon, excuse-moi. Une histoire d'amour d'Alexis Michalik. Est-ce que vous êtes plutôt, vous, une famille, c'est une maman et une maman, ou vous faites chier avec vos mômes? Vous pouvez nous raconter tout ça dans les commentaires. Il ne nous reste plus qu'un film à traiter et que vois-je sur mon conducteur? Nous n'avons pas encore parlé de Spielberg. Alors, calmez-vous, respirez lentement, vous jugulez la petite montée d'angoisse qui est en train de venir là. Hop. Alexis va remédier à tout ça tout de suite. Allez,
Dépêche-toi. Tu vois bien qu'ils sont mal, Alexis. Dépêche-toi. Parle de Spielberg, là. Ah oui, je vais parler de Spielberg, mais je vais parler de Spielberg d'une manière qui ne m'enchante pas beaucoup, puisque en fait, je vais surtout vous parler de 2 disparitions successives au début du mois d'avril. D'abord, la disparition le 5 avril 2023 de Bill Butler, chef opérateur, qui était né le 7 avril 1921, qui est donc décédé à 2 jours de son 102e anniversaire. Il faut savoir que Bill Butler, malgré son âge vénérable, mais il a commencé à fréquenter les plateaux assez tardivement. Il a débuté comme chef opérateur à la télévision en 1962, et puis il est passé au cinéma en 1967, année charnière à Hollywood, puisque c'est en 67 que sortent Bonnie and Clyde d'Arthur Penn et le lauréat de Mike Nichols, qui seront à eux deux la première étincelle de ce qu'on appelle le nouvel Hollywood, c'est-à-dire grosso modo la nouvelle vague d'auteurs américains qui viennent supplanter le cinéma moribond de l'âge d'or. En l'occurrence, le premier coup d'essai cinématographique de Bill Butler en 67 donc, c'était Fearless Frank, second long métrage de Philip Kaufman, qui a scénarisé entre autres, Les Aventuriers de l'Arche perdue, comme quoi la boucle est bouclée. Parce que oui, Butler, il a accompagné quand même plusieurs auteurs des années 70, il a contribué à mettre en image cette révolution esthétique, alors même que lui-même appartenait à une génération qui, comme je l'ai dit, en général, a commencé à travailler dans les années 40-50, c'est-à-dire en plein âge d'or d'Hollywood. Il a, par exemple, mis en image Les Gens de la pluie et Conversations secrètes de Francis Ford Coppola. Incroyable, gigantesque Conversations secrètes. Bien sûr. Il a aussi photographié Drive, He Said, film très méconnu aujourd'hui, mais qui est le premier long métrage de Jack Nicholson en tant que réalisateur. Il a photographié un autre très grand film des années 70 et un traumatisme personnel qui est Délivrance de John Boorman. Il a photographié Vol au-dessus d'un nid de coucou de Miloš Forman. Et il a aussi fait la photographie de Grease de Randall Kleiser, qui est pas du tout un film du nouvel Hollywood, mais qui par contre est quand même un film très important de la culture populaire des 70s, en l'occurrence de la fin des 70s. Et Bill Butler, il a continué sa carrière longtemps après le nouvel Hollywood, jusqu'en 2009. Et dans les années 80 et 90, il a photographié par exemple Rocky 2, Rocky 3 et Rocky 4, tous réalisés par Sylvester Stallone. Pas le 5 ? Non, il n'a pas photographié le 5. Mais surtout, le plus grand fait d'armes de sa carrière, vous l'aurez compris, est un film de Steven Spielberg et pas n'importe lequel, Les Dents de la Mer. C'est d'être le père de l'acteur préféré de Simon. Non, pas du tout. Non, non, mais oui, donc il a photographié Les Dents de la Mer en 1975. On l'oublie un peu aujourd'hui parce que Les Dents de la Mer est rentré évidemment au panthéon du cinéma et on le regarde tous comme ce qu'il est, à savoir un chef-d'œuvre. Mais il faut pas oublier que le film est passé à vraiment 2 doigts de se planter lamentablement avant même sa sortie, puisque le tournage a été extrêmement exigeant d'un point de vue technique, pour ne pas dire par instant limite surhumain, parce que Spielberg, qui est à l'époque un cinéaste très porté sur l'authenticité, veut absolument tourner le dernier tiers du film en pleine mer et en lumière naturelle. Faut bien comprendre que tourner en pleine mer, déjà, c'est extrêmement compliqué, mais tourner en lumière naturelle, déjà aujourd'hui, à l'ère de numérique, où on peut faire tout un tas de modifications sur ordinateur après coup, ça reste compliqué parce que le soleil, on ne le contrôle pas, donc s'il change d'axe, ça nique la lumière du plan. S'il y a un nuage qui passe devant en pleine prise, il faut refaire la prise. Donc c'est des contraintes techniques encore aujourd'hui qui sont très difficiles. À l'époque, on tourne en pellicule. Donc ça veut dire qu'en plus de partir avec des caméras qui pèsent 1 tonne, on part avec de la pellicule. Et quand vous regardez Les Dents de la Mer aujourd'hui, les séquences en haute mer sont absolument dingues visuellement. C'est en grande partie grâce au savoir-faire de Bill Butler. Et puis, le 6 avril, donc littéralement le lendemain de la disparition de Bill Butler, est mort un autre très grand artisan du cinéma américain, Norman Reynolds, qui pour le coup n'était pas américain, mais britannique, et qui lui pour le coup était, alors en anglais on appelle ça production designer, en français on dirait chef décorateur, mais c'est pas tout à fait le même poste. C'est un poste un peu difficile à définir, production designer. Non, parce que justement, Norman Reynolds, lui pour le coup, il a un parcours plus classique que Butler, qui a démarré très très vite comme chef-op à la télévision avant de passer au cinéma. Reynolds, lui, il a commencé à travailler, lui aussi, au début des années 60, comme designer simplement, donc c'est-à-dire une petite main qui travaillait avec des production designers sur des plateaux. Et puis il est devenu art director, donc directeur artistique, et enfin il est devenu production designer. Donc c'est pas tout à fait la même appellation, mais il faut comprendre que production designer, c'est le numéro 1 de la team décoration et accessoires sur un plateau de cinéma, avec en plus des compétences de production, comme son nom l'indique. Et Norman Reynolds, lui, il s'est spécialisé très rapidement dans les gros blockbusters et les divertissements populaires, puisqu'il a travaillé sur la trilogie originale de Star Wars de George Lucas, il a travaillé sur les 2 Superman de Richard Donner, et puis il a travaillé aussi pour Steven Spielberg, sur L'Arche perdue à nouveau, et sur Empire du Soleil en 1987. Et puis il a bossé aussi dans les années 90, il a fait 2 films très importants dans les années 90, Mission Impossible de Brian De Palma et Alien 3, et enfin il a quand même obtenu dans sa carrière un BAFTA pour Les Aventuriers de l'Arche perdue en 1983 et 2 Oscars
pour Les Aventuriers de l'Arche-perdue en 1983 et pour Star Wars épisode 4 en 1978. Voilà, je voulais juste saluer la mémoire de ces deux très grands techniciens d'Hollywood. Merci Alexis, on passe au dernier film de la semaine. Ces longs métrages d'animation sont presque aussi attendus que ceux naguère d'Hayao Miyazaki. On le surnomme d'ailleurs le nouveau Miyazaki, tant il est vrai que les passerelles entre les cinémas des auteurs sont nombreuses. Makoto Shinkai revient avec Suzume, long métrage qui suit une certaine Suzume, donc écolière de son fait, qui en suivant un ténébreux jeune homme va se retrouver en charge du pouvoir de prévenir des séismes dévastateurs qui pourraient bien rayer le Japon de la carte. Dis-moi, toi, tu connais le coin ? Je cherche une porte. Il a parlé d'une porte. C'est pas possible! Je peux pas le croire! Ah! Qu'est-ce que tu fais? Faut bien refermer cette porte, non? Quand les émotions disparaissent dans les endroits abandonnés, les portes s'ouvrent et le verre s'y faufile. Suzume! C'est comme ça que les catastrophes arrivent. Je t'aime bien. Et toi, tu es dans mes pattes. Quoi? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Non, je rêve! C'est pas vrai! C'est quoi ce délire? C'est pas vrai! Tu ne peux pas venir avec moi, tu vas me gêner. Dans cet état, tu peux rien faire, t'es une chaise. Hein? Tu cherches un chat? T'es venu de Kyushu pour ça? Dans pas longtemps, il y a plein de gens qui vont mourir. Sota! Attends-moi! Suzume, tu dois verrouiller la porte! Je n'y arriverai pas tout seul. Sota a tout raté. Est-ce que je me trompe, jeune fille? Suzume de Makoto Shinkai, ce film a eu sur toi, Simon, l'effet d'un énorme tsunami, parce que tsunami, c'est pour la vie. Oh, elle est pas mal. Bon, non, elle est pas bien. Shinkai, c'est un metteur en scène qui est quand même résolument à part dans le paysage cinématographique nippon, tout simplement parce que il vient à l'origine d'un type de production quand même très particulier. Ses premiers films déjà variaient énormément de formats, il a fait des courts, des moyens, des longs métrages, et ses tout premiers films, il les a quasiment fait tout seul. Ce qui est un truc en animation, c'est quand même particulier, hein. Un artisan, un artiste tout seul pour créer un film, fût-ce un court-métrage, c'est énormément de travail, c'est très complexe, et je pense que ça a une influence énorme sur la manière dont il appréhende le récit, et ça fait encore qu'il y a une cohérence visuelle, une patte graphique dans ses films qui est très singulière, qui est vraiment la sienne. Si cette première partie de sa carrière vous intéresse, je vous renvoie vers l'excellente critique de Julien Dupuis, publiée dans Le Point, sur laquelle il revient un petit peu sur ce premier mouvement dans la carrière de Makoto Shinkai. Allez-y, c'est passionnant. Et puis, ça se trouve sur le site du Point? Le point.com? Le point.com. Oui, le point.com, c'est pas mal, le point.com. Et .com. Ok. Et donc, et puis ensuite arrive Your Name, qui va être un succès, bon, déjà gigantesque au Japon, mais planétaire, et qui va donc faire connaître Shinkai. En fait, il va former une espèce de trilogie, ou plutôt de triptyque, avec son film suivant, Les Enfants du Temps, et puis celui qui nous arrive aujourd'hui, Suzume. Alors, je vais pas revenir sur toutes les raisons pour lesquelles il partage énormément de thématiques en commun. Tout simplement, ceux qui connaissent déjà ces films, à la simple entente, simplement en entendant le synopsis que tu nous as donné, auront reconnu tout ça. Et alors, ce qui est passionnant pour moi, je pense que c'est un des films pour l'instant les plus impressionnants que j'ai vu cette année. Comment dire, je trouve qu'il réactualise et revisite énormément de thématiques du cinéma et de l'animation japonaise, notamment le rapport à la catastrophe. Pour le dire très grossièrement, très rapidement, en gros, et puis c'est un peu une ancienne de la critique européenne, dès qu'on voyait une catastrophe, un gros monstre ou une ville qui pète, enfin un cataclysme dans le cinéma japonais, d'animation ou en live, on disait bah oui, bien sûr, c'est l'après Nagasaki et l'après bombe atomique. Bah là, le film va travailler, bien sûr, ce motif, mais surtout, il va travailler tout le motif de l'après-Fukushima, à différents degrés, à différents niveaux, et il va totalement l'intégrer à son scénario. Et ce, dès le début, le film s'ouvre sur 15 minutes qui sont probablement ce que j'ai vu de plus virtuose depuis très très longtemps en termes d'écriture visuelle, de découpage, d'intensité, jusqu'à ce qu'apparaisse le titre du film, le carton titre du film. C'est la 4e fois qu'il fait ça depuis le début de l'année, qui nous dit ça, non? Moi, c'est au moins la troisième. Non, pas du tout. Mais non, absolument pas. Non, c'est parce qu'avec moi, parce qu'avec moi, le temps passe vite. Non, mais pourquoi tant d'histrionisme, Simon? Alors, de quoi? Bien joué. Ding.
Ce petit onanisme lexical ne vous honore pas, Martin. Histrionisme, distrion, c'est-à-dire distrion, c'est un comédien qui en fait un peu des tomes. L'histrionisme, c'est un trait de personnalité où tout est mis en œuvre pour attirer l'attention et séduire. Ça va en faire des kilos pour essayer de séduire. Très beau film, très beau mot de la semaine. Je dirais... Bien placé, hein. Moi, je me kiffe un peu aussi. Au détriment du cinéma japonais, mais que voulez-vous ? Non, tout simplement, j'ai rarement vu une œuvre qui est capable, on va dire, de conjuguer à la fois une extrême complexité narrative, de changer quasiment de genre et de tonalité presque tous les quarts d'heure, on aurait dit à chaque bobine il y a quelques décennies, et en demeurant d'une fluidité que je trouve absolument exemplaire. Il y a un travail sur le symbolisme qui est, que je trouve assez remarquable, parce que j'ai cru un moment qu'il allait rejouer ce qu'il a souvent joué, à savoir la question des lignes temporelles pour permettre d'éviter, de prévenir ou de guérir symboliquement une catastrophe. Bah non, ça n'est pas un film sur comment on évite ce qui est advenu, comment on s'en guérit, mais comment on découvre qu'on vivra avec ou qu'on pourra vivre que dans la catastrophe et la reproduire et continuer de l'habiter. Il y a des images que je trouve d'une poésie extrêmement étonnante quand on va passer tout d'un coup au détour d'un plan où on comprend qu'on est en train de passer devant les zones vidées de leurs habitants de Fukushima, où quelques instants après ça va être réinvesti dans une vision qui elle passe justement non pas tant par le bombardement de la bombe atomique mais par les incendies notamment de Tokyo je crois, et on va comme ça revisiter l'histoire traumatique du Japon à l'aune du parcours d'une jeune femme que je trouve assez bouleversante, en cela que le film fait le pari de tenir jusqu'à très tard dans le déroulé du scénario ses enjeux émotionnels. Et pour moi, l'illustration parfaite de ça, c'est qu'un des deux personnages principaux est une chaise. Cette chaise est incroyablement émouvante. Elle n'a pas de yeux, elle n'est pas humanisée. C'est une chaise avec une âme et une voix off. Oui, une voix off, bien sûr, mais elle a des petits yeux, elle a des petites fentes qui figurent les yeux quand même. Oui, voilà. Si tu veux, mais c'est une chaise qui court et qui vole. Absolument, et moi je la trouve hilarante, je la trouve incroyablement émouvante. Il y a tout un travail justement de mise en scène, de design presque sur cet objet, et en général sur les objets et sur les décors qu'on suit à travers ce film. Moi vraiment c'est un énorme coup de cœur, je suis très très impressionné par le film. Sophie, l'enthousiasme n'est pas tout à fait équivalent. Bof. Voilà, en fait, j'ai pas passé un mauvais moment. C'était pas horrible. J'avais adoré Your Name et c'était ma découverte du réalisateur, parce que j'ai grandi avec beaucoup d'animés, mais beaucoup plus sériel que cinématographique. À part Miyazaki, comme beaucoup de gens, c'est vrai que je suis passée à côté de beaucoup de réalisateurs d'animation Et là, c'est vrai qu'il y avait quelque chose de très pop. Moi, l'excès de J-pop ne me dérange pas. Là, pour le coup, il y en a pas dans le film. Il y en a très très peu. Et limite, je trouvais que ça manquait de dynamisme, ça manquait de côté pop. Moi, l'héroïne, je la trouve pas si intéressante que ça. Je trouve que son voyage, sa progression émotionnelle et initiatique se fait par des personnages qui, en fait, ne lui renvoient pas grand-chose. Moi, notamment cette séquence dans le bar. Autant sa copine du début, je la trouve assez mimes. Là, je suis désolée, j'utilise du vocabulaire assez pauvre parce que j'ai pas grand chose à dire dessus. Tu parlais de rapport à Fukushima. Moi, il y a un animé pour le coup qui m'avait marqué sur le rapport à la Seconde Guerre mondiale, même si ça se passe dans un univers contemporain. C'est un manga qui s'appelle L'Arme Ultime et qui avait été transposé en animé de Shin Takahashi. Désolée. Et je sais pas, là il y a un manque de romance pour moi, parce qu'elle est en filigrane. Cependant, justement, le fait que ce soit une chaise pendant les 3/4 du film, je trouve qu'il y a un côté presque un peu La Belle et la Bête. Il y a aucune raison pour que vraiment il y ait une espèce de volonté de tomber en amour aussi forte que ce qu'elle est dans le film. Je trouve que c'est relativement assez décousu, et surtout je trouve la manifestation monstrueuse relativement moche. J'ai vraiment l'impression que c'est une taupe géante qui sort de la terre pour s'écraser dessus. Comment tu peux trouver ça laid ? C'est vraiment une énorme forme phallique avec un espèce de capuchon sur le dessus où il faut implanter un espèce de crucifix qui de base est un chat. Enfin, moi, alors, je suis désolé, je sais pas vraiment pour donner mon avis, parce que vous savez que j'ai pas le droit de le faire, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que j'entends ce que tu dis, et je trouve qu'effectivement la volonté le lien justement avec la terre, de prévenir les séismes, la façon de filmer ces endroits abandonnés, ces portes, je trouve qu'il y a plein de choses assez intéressantes, mais en fait, en fin de compte, je trouve que tout est assez décousu. Je trouve que la première partie est quand même très répétitive, c'est-à-dire que on va ouvrir une porte, on va fermer une porte, on va ouvrir une porte, on va fermer une porte, mais
on n'avance pas énormément dans la narration. Et moi, il y a un endroit qui me chiffonne un tout petit peu plus que les autres. C'est Daiji, c'est le petit. En fait, c'est que je trouve que cette mythologie, elle est imbitable. C'est-à-dire que ce petit chat qui est un antagoniste, mais qui devient un allié, sans qu'on comprenne exactement pourquoi ni aucune de ses motivations. Enfin, en fait, je trouve que je passe pas du tout un mauvais moment. Mais je trouve que ça tire un peu à la ligne, que c'est un peu paresseux, et je trouve beaucoup d'écho. Alors là, pour le coup, vraiment beaucoup d'écho à Miyazaki, au voyage de Chihiro, avec l'amant qui se transforme et qu'il va falloir dont il va falloir retrouver la ferme humaine, sauf que ou à Momonoke avec ce gros ver qui peut évoquer l'espèce de goût noir qui détruit la forêt. Enfin, en fait, je passe pas un mauvais moment, mais je trouve. Je suis pas du tout. J'y suis allé parce que je sais que ça t'avait beaucoup séduit, donc j'y suis allé avec beaucoup de curiosité et beaucoup d'envie, parce que j'avais adoré Your Name aussi. Et je sors de là en voyant un animé post-Miyazaki un peu lambda, pas déplaisant, mais pas du tout saisissant. Je suis d'accord, et notamment sur la question du petit chat qui est super mime, c'est où vraiment t'as envie de te dire. J'aime bien le fait que de manière très aléatoire ils disent viens on joue ensemble. En fait, il aurait dû y avoir un lien vraiment, parce que là elle passe son temps. Et le deuxième chat qui apparaît ex nihilo. Enfin, on comprend. Enfin, moi je comprends pas. Il avait un petit côté, comme beaucoup d'animés qui se servent de la métaphore Alistopée des merveilles, le lapin que tu dois suivre, qui est en fait une métaphore genre de presque de ce que tu projettes de l'action que tu dois faire, plutôt que d'un véritable personnage. Et là, du coup, je trouvais ça mignon que ce soit intégré aux réseaux sociaux comme un jeu de piste, mais en même temps, ce chat, moi, à part que ce soit un chat, qui est déjà une très bonne raison de le suivre, sinon il y en a pas d'autres. Et oui, non, je comprends pas. Et par contre, la transformation en chaise me rappelle juste le segment de Gondry dans le film Tokyo. Je sais pas si vous avez la ref, mais il y a juste une meuf qui se transforme en chaise, et je me suis dit, tiens, est-ce que c'est une référence à Gondry ? Ah bah non, certainement non. Tiens, j'ai détaché mon attention pendant 2 minutes du film pour me poser ça. Alors justement, moi il y a quelque chose aussi qui vous avez parlé d'un sentiment de confusion, je l'entends. Je pense que le film justement le travaille très consciemment, parce que justement il raconte quelque chose qui est assez terrible, et alors qui est pas forcément un truc qui est encore très commenté ou dont on a forcément conscience nous depuis l'Europe. C'est que le Japon est un pays qui est en train de vieillir rapidement. Il y a littéralement pas assez de naissances pour faire du renouvellement de population. Et il y a un phénomène particulier, c'est qu'il y a donc des centaines de milliers de bâtiments qui sont en train d'être abandonnés. Parce qu'il n'y a plus personne pour les habiter, littéralement. Et je trouve que le film, en fait, arrive à nous faire sentir, en passant par la confusion, par un sentiment pas forcément d'inquiétante étrangeté, mais d'étrangeté dans la manière dont est mené le récit pendant les 30 premières minutes, arrive précisément à nous faire sentir ça. C'est que ce pays qui a l'air fonctionnel de l'extérieur, on commence dans cette petite ville balnéaire. Non mais ça, tout à fait, ça je suis d'accord, et je trouve que ça fait partie des choses qui marchent, c'est même le rapport au séisme et aller visiter ce qui reste du séisme, je trouve que c'est vraiment les points forts du film. Pareil. Mais ce truc sur le côté très répétitif, et notamment sur cette mythologie un peu floue des chats et des pierres, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est moi qui ai raté quelque chose? Est-ce que tu la comprends? Est-ce que c'est une aporie du récit? Je sais pas comment tu l'as vécu ça, parce que ce chat, on comprend vraiment pas du tout ses motivations du début à la fin, ni les retournements, mais ça reste très 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 obscur, quoi. Mais c'est justement, et c'est là où pour moi c'est assez différent de Miyazaki, même si je vois très bien les passerelles que tu évoques, c'est là où se fait la focale. C'est-à-dire qu'effectivement, à chaque fois que le récit bascule, que ce road movie, parce que ça a quand même pendant longtemps la forme d'un road movie. Ils vont du sud du Japon au nord du Japon en traversant toutes les îles. Absolument. Mais du coup, en réalité, il y a une mythologie qui est peut-être foisonnante, qui est là, qui par moments surgit, par moments contraint ses personnages, mais surtout, on a une héroïne qui va découvrir plein de facettes et d'aspects du Japon, souvent en questionnant les rapports entre ruralité et urbanité. Et donc, en réalité, la mythologie n'est quasiment jamais au premier plan. Et pour moi, ce personnage, si tu veux, la seule chose qui la motive, c'est cette espèce de coup de foudre très romanesque, très Daniel Steele, on va dire, qu'elle ressent pour le personnage. Tu le vends bien, dis donc. Pour le personnage de Daniel Sato. Steele, si vous savez pas ce que c'est une autrice britannique qui fait des romans à l'eau de rose au kilomètre. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne questionne pas. On nous dit, c'est littéralement le troisième plan du film, elle voit Sato et elle se dit, c'est bon, je suis amoureuse. Bon, voilà, c'est donné, c'est acquis. Mais donc du coup, sa motivation, ça n'est jamais, contrairement à un Chihiro par exemple, comprendre ce monde, comprendre cette mythologie, en quoi elle fait sens. Ce sont des motivations
extrêmement humaine, extrêmement terre-à-terre, extrêmement adolescente, que le film épouse totalement. Et du coup, je vois affleurer cette mythologie, j'essaye jamais de vraiment la comprendre parce que j'ai l'impression que c'est pas l'objet du film. Et ça n'en fait que, encore une fois, que rendre l'objet plus étonnant, plus singulier. Et donc, eh bien, ce film dont nous vous parlons s'appelle Suzume, c'est un animé de Makoto Shinkai. Est-ce que vous êtes plutôt comme un tremblement de terre, comme un typhon sur la mer, ou comme un grand coup de tonnerre qui vient tout bouleverser? Peut-être qu'on pourrait mettre un petit extrait de la musique derrière pour que en LOL. Franchement, et là c'est pas pour des questions de droit, c'est pour des questions de goût. C'est bon. Ça aurait été drôle. Bref, nous arrivons donc à la fin de cet épisode, mais on ne peut plus se quitter maintenant sans une double dose de vite fait mal fait. C'est notre séquence de critique en 30 secondes. Et on commence avec toi, Sophie, The Quiet Girl de... Alors, je ne sais, c'est un nom gaélique, donc je ne sais pas du tout comment le prononcer. Comment tu le prononces? Je dirais... Bayred. Colm Bayred. Bref. The Quiet Girl, attention, top chrono. C'est mon gros coup de cœur de la semaine. C'est un film extrêmement doux et extrêmement violent sur comment une petite fille de 12 ans qui est dans un quasi-mutisme car complètement inadaptée à son milieu social, familial et scolaire, est envoyée chez une cousine de sa mère qui, elle et son mari, sont en deuil d'enfant. Et en fait, c'est toute une relation qui va se créer par le silence. Et c'est un film extrêmement beau visuellement, extrêmement poignant et qui est par contre un peu âpre car même s'il est relativement court, 1h30, le ressenti est long car on n'a plus l'habitude d'avoir autant de silence, autant de non-dits, autant de scènes du quotidien qui ne sont là que pour renforcer cette notion de solitude ou d'attachement en fonction des personnages. C'est un merveilleux premier film de cinéma qui mérite votre attention et pareil, c'est peut-être le premier film que je vois en gaélique, donc c'est une langue assez âpre aussi. Bref, c'est un petit coup de cœur, pas facile, mais qui traite du féminin autrement, de la famille autrement, de l'Irlande autrement. Bref, foncez le voir. The Quiet Girl de Colm Bayred, désolé pour nos amis bretonnants qui parlent gaélique, qui a d'ailleurs été nommé aux Oscars du meilleur film étranger. Vite fait mal fait, deuxième avec Alexis pour Les Complices de Cécilia Rouault avec François Damiens et William Legbill. Alors, Les Complices, pour resituer vite fait, c'est une comédie qu'on pourrait rapprocher en un sens de Bonne Conduite de Jonathan Barré, dont je vous avais dit ici pas mal de bien, avec Simon également, parce que, à nouveau, c'est une comédie française qui fait le choix de s'éloigner des standards de la comédie française grand public, et qui fait le choix de mettre un pied dans le cinéma de genre, puisque c'est l'histoire d'un tueur à gages, joué par François Damiens, qui un jour se rend compte qu'il défaille à la vue du sang. Et ça va poser évidemment tout un tas de quiproquos et de situations rocambolesques. Je trouve que le film a deux grandes forces. La première, c'est une écriture assez fine et surtout une caractérisation de personnage vraiment intéressant. Et puis sa deuxième force, c'est son trio de comédiens, quoi. On a François Damiens, Laura Felpin, William Lebguil, autrement dit, quand même la crème des acteurs comiques du moment, et qui en plus sont des acteurs qui ont tous des acteurs et actrices qui ont tous leur personnalité propre et qui, je trouve, arrivent à donner chacun à leur manière une identité particulière et un petit peu savoureuse à leur personnage. On croit à ce trio, on croit à ces différents conflits qui vont opposer les personnages, ou au contraire aux différentes situations qui vont les rapprocher progressivement. Et puis il y a quand même il y a des très beaux dialogues, il y a des très belles scènes comiques. Malheureusement, je trouve que le film, à la différence de Bonne Conduite avec lequel je le comparais, je trouve que le film manque cruellement de rythme. Il y a vraiment quelque chose qui aurait dû être retravaillé. Je pense que c'est une comédie sympathique qui traîne un peu la patte sur 1h40 et qui aurait gagné à ne durer qu'1h30. Il n'y a pas grand chose à couper, hein. C'est vraiment des petits débuts ou des petites fins de séquences qui mériteraient d'être affinées, mais si c'était le cas, je pense que le film gagnerait en énergie et du coup les vannes seraient beaucoup plus percutantes qu'elles ne le sont. Après, ça reste un film plutôt réjouissant et qui surtout ne prend pas son spectateur pour un demeuré à l'âge mental de 8 ans et demi, parce que il y a des gags vraiment recherchés. En même temps, le film est coproduit par Michel Hazanavicius, donc en termes de comédie, ça se pose là. Si vous avez l'occasion de le voir, je vous le recommande malgré tout. Les Complices de Cécilia Rouault avec donc Laura Felpin, François Damiens et William Legbill. Je suis désolé, c'est assourdissant. Suivant. Il en reste un peu plus, comme toujours, on va vous le laisser. Et d'ailleurs,
il me semble qu'il manque On n'a pas parlé d'un truc, attends, c'est quoi ? Il y a quelque chose qui manque. On n'a pas caché la case du... Chialer, c'est bon. Non, Chialer, c'est Spielberg, c'est bon. C'est Drag Race. C'est bah Drag oui. Race, Sophie. C'est quasiment la finale, là. On y est presque. On est aux portes de la finale de la saison 15 avec un top 4 relativement sympathique avec Anitra, Lux Noir London, Mistress Isabelle Brooks et Sacha Colby. C'est assez Sacha Colby. Et c'est assez la déesse Sacha Colby. Mais complètement. Ce qu'il faut retenir et ce qu'on voit pas mal sur les réseaux sociaux, c'est que c'est la première finale où on a que des personnes issues de minorités visibles. Donc ça c'est très chouette parce qu'en plus on sent bien que là ça n'a pas été pour une histoire de cocher des cases, c'est parce que littéralement ce sont les 4 meilleurs, il n'y a pas de doute. On a de très très belles représentations. Après, la saison en elle-même, le fait d'avoir 16 candidates, c'était vraiment beaucoup trop. La saison a pas mal patiné. Cependant, je suis plutôt contente de cette finale. Mon coup de cœur, c'est vraiment entre ces 4-là, ça va soit à Anitra parce que ça a été une vraie bonne surprise. Et dès le début, elle a été très forte. Elle a été très forte dès l'épisode 1, soit Sacha Colby parce que c'est la best des bestes. Est-ce qu'on a envie de privilégier Anitra parce qu'elle c'est une surprise ou est-ce qu'on a envie de récompenser la queen des queens? Il y avait des critiques qui disaient que en fait la place de Sacha Colby était pas dans Drag Race parce que c'est vraiment, elle est très connue aux États-Unis, c'est une drag queen trans historique et que en venant là finalement elle pliait le game et que lui donner ça en fait c'était presque une couronne automatique. Bah, c'est ça. Peut-être des Twinners, peut-être deux gagnants de cette saison. Ça m'étonnerait, ils font ça normalement que pour le All-Star et puis bah en fait c'est rigolo parce que Monet et Trinity c'était pas All-Star. C'est un All-Star. Non, ils sont dans le All-Star, mais non, ils gagnent dans une saison régulière. Non. Vérifie. Dans le All-Star des All-Stars, c'est parce qu'elles ont co-gagné le All-Star, c'est le All-Star 4. Même moi je le savais. Elles co-gagnent le All-Star 4 et du coup elles viennent dans le All-Star des All-Stars en étant les Twinners. I'm sure parce que Trinity n'est pas gagnée dans sa saison. Puisque la gagnante de la saison de Trinity, c'est Sacha Velour. Désolé. Et je n'ai pas de note sur ça, je suis une ouf. Et juste, par rapport à ce que tu disais aussi, en fait, Sacha Colby, c'est une queen qui a eu ses drag children déjà dans des saisons précédentes. Donc c'est un peu illogique qu'elle passe vraiment après eux. Et moi, je suis très surprise et très déçue de la saison belge finalement, parce que pour moi, la gagnante ultime, c'était Mademoiselle Boop, qui a le cabaret Mademoiselle à Bruxelles et la gagnante c'est Drag Queen qui est une très bonne queen mais je trouve qu'elle n'était pas au niveau par rapport à une queen des queens en fait c'est un peu la Sacha Colby de la Belgique quoi, c'est celle qui est la plus implantée et donc je trouvais ça un peu illogique que c'est sûr c'est bien pour la jeunesse et c'est bien pour le renouveau du drag mais il fallait pas déconner. Le résultat dans le week-end, quand vous nous écoutez, on connaîtra peut-être si vous nous écoutez dimanche ou lundi les résultats de cette saison 15 de Drag Race. Un mot sur la série d'Antoine Bess, Caro Nostra sur France TV / Arthur. Oui, c'est une série que j'attendais pas mal parce que je suis un peu le travail d'Antoine Bess qui d'ailleurs va bosser bientôt sur son premier long avec Théo Christine qui est une espèce de mid-90s à la française. Et Caro Nostra, c'est assez intéressant parce que c'est une série TV / donc qui n'a pas été diffusée à la télé, mais qui n'était pas destinée au départ à la télévision et qui raconte l'histoire d'une famille d'ogres, on va dire ça comme ça. Et si vous avez un souvenir malheureux d'un film sorti il y a quelques mois sur les ogres, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le cas ici, parce qu'il y a une vraie volonté d'essayer de renouveler la mythologie, tout en racontant cette fratrie, cette famille où il y a le frère, la sœur, le père et la grand-mère, et en gros des histoires de clans, des histoires de meurtres passés, de rébellions, des histoires d'amour. C'est 5 épisodes de 30 minutes, donc on pourrait se dire pourquoi ne pas en faire un film de 2h30 ? Et bien parce que c'est construit comme une série. Et contrairement à Thierry Frémaux qui prend de haut ce genre, il y a une vraie volonté de faire une série, de construire, d'écrire, avec des climax, avec une évolution des personnages. C'est très bien fait. C'est pas parfait, mais c'est très bien fait. Ça se regarde vraiment facilement. C'est gratuitement sur le site de France TV et je ne peux que vous le conseiller. Et pour finir, un roman d'un auteur moi que j'adore. Il me semble qu'on avait déjà d'ailleurs touché un mot, Simon. David Peace, et non pas William, comme tu me l'as écrit sur l'affiche. GB84. J'ai écrit tard. J'ai rempli tard le conducteur. J'ai cru que tu parlais du film Tard. William, parce que si t'as écrit Tard, Psartek. Tard, c'est écrit T-A-R. William, c'est écrit W-I-2-L-I-A-M. Et donc, nous lançons la semaine prochaine notre premier podcast d'humour.
Tabouret, T-A-B-O-U-R-E-T. Oh là 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 là. Allez, GB84. GB84. C'est vraiment le bon moment pour le lire, tout simplement parce que, à l'heure où vous nous écoutez, cela fait quelques heures que le Conseil constitutionnel a rendu sa sanction concernant la réforme des retraites, que ce pays est à feu et à sang, que le divorce entre la tête et les épaules d'Emmanuel Macron a été accordé, ou pas. Et probablement, ou pas. Donc, pourquoi est-ce que c'est intéressant, GB84 ? Eh bien, c'est le récit, en Grande-Bretagne, en 1984, de la lutte terrible que vont mener les mineurs, les travailleurs de la mine, quand va les attaquer tout simplement Margaret Thatcher et son administration, qui vont essayer de mettre fin à leur régime et aux protections dont ils bénéficient dans le cadre du welfare state, qui a été mis en place après la Seconde Guerre mondiale. C'est un récit qui est écrit dans un style absolument sidérant. Alors, il faut savoir, quand vous allez entamer, ça va vous paraître rude, c'est normal. C'est écrit comme une espèce d'explosion volcanique à plusieurs voix, c'est une espèce de jazz fusion littéraire incroyable. Il faut absolument le lire parce que c'est un roman gigantesque qui en fait nous donne à comprendre non seulement comment le libéralisme détruit les corps, comment le libéralisme détruit les collectifs, comment le libéralisme s'attaque à nos organisations de protection, et comment et pourquoi une des plus puissantes de cette époque n'a pas pu résister malgré plus d'1 an de grève à ce qu'a mis en place Margaret Thatcher. Et ça nous donne aussi à voir comment, effectivement, au mi-temps des années 80, vont naître et être portées quelques-unes des politiques qui sont en train de transformer les corps sociaux européens en champs de ruines. Et si vous êtes séduit par GB84 et par David Peace, moi je ne saurais trop vous recommander sa Red Riding Trilogy, qu'on appelle le cycle du Yorkshire, 1974, 77, 80 et 83, tout ça c'est chez Payot Rivage. David Peace, c'est l'héritier direct en plus tordu, en plus bizarre de James Ellroy. Et cette tétralogie du Yorkshire raconte 2 grands faits divers qui ont traumatisé la Grande-Bretagne dans les années 70-80 autour de la ville de Leeds, dont à un moment donné un tueur qui cousait des ailes de cygne sur le corps de ses victimes lâchées dans des dépotoirs. Et c'est des romans qui fonctionnent en roman. C'est une langue, effectivement, comme l'a dit Simon, assez complexe, ou en tout cas très vive, et qui est une boxe, en fait, qui vous boxe le cerveau avec des mots, des phrases non verbales. Enfin, c'est vraiment assez. D'un point de vue sportif, stylistique, quoi. tu le comparais avec raison à James Ellroy. Son écriture est très proche de celle d'un des romans d'Ellroy, de White Jazz notamment. Oui, tout à fait. Qui est de la tétralogie de Los Angeles. Bref, plongé dans David Peace, c'est extrêmement noir, c'est extrêmement secouant, mais c'est exactement pour ça qu'on aime la littérature et le cinéma et le reste. Voilà, réaliser sans trucage, c'est un peu comme un séisme, ça secoue beaucoup mais ça passe très vite. On espère que les dégâts chez vous ne sont pas trop importants. N'oubliez pas de nous envoyer la liste des objets cassés en commentaire. Simon vous remboursera pièce pour pièce. Pour le reste... Gros quick arrive. Merde, ça fait un peu comme un roman de David Peace mais écrit par Garcimore. Et ou alors qui s'écrirait différemment. C'est ça. Oh merde. Pour le reste, on se retrouve mardi pour notre film Patrimoine. Rendez-vous secret place Furstenberg à Paris pour se séparer dans les larmes. Bye les amis et gloire aux allergies. Oh, c'est pas humain, les salauds, ils m'ont épuisé. Au 4e stop, il sera exactement 0h13. Oh la vache! Moi je vais être en retard au lycée! Oh, bah dis donc, t'es bien pressé, toi, toi. Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester, allez-vous-en! Arrivederci! E buon viaggio!